Bienvenue dans le podcast Biomécanique, le podcast qui vous aide à comprendre votre corps, améliorer vos entraînements sportifs, comprendre aussi vos douleurs et diminuer vos blessures, et qui vous permet de découvrir les secrets de sportifs et de spécialistes de leur domaine. On y parle d'entraînement, de thérapie, de performance, de parcours inspirants aussi, et tout ce qui touche de près ou de loin à la santé, avec des invités exceptionnels à chaque épisode. Je m'appelle Jérôme Cazerolle, je suis ostéopathe dans la ville de Montréal, au Canada. Et aujourd'hui, un épisode un petit peu différent de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, puisqu'on ne va pas spécialement discuter de sport et d'activité physique, mais de comment acquérir et gérer une clinique de physiothérapie et comment la gérer surtout en pleine crise de coronavirus. Pour ça, je reçois Yann Paquette, qui est actionnaire et gérant d'un Kinatex à Montréal. Un Kinatex est une clinique privée. En tout cas, c'est l'une des cliniques dans laquelle je travaille, moi, en tant qu'ostéopathe. Yann, il est aussi ostéopathe, et ce qui nous permettra de discuter un petit peu de cette profession. On va parler de son parcours, de ses débuts de praticien jusqu'à l'acquisition d'une clinique de physiothérapie, et comment il arrive à gérer le tout avec maestria, si je peux dire. Et on va notamment discuter aussi de comment il répartit son temps entre la gestion de la clinique, entre ses consultations d'ostéo. On va voir ses plus grandes difficultés auxquelles il a dû faire face en achetant la clinique. Comment ont été occupées toutes ces journées pendant la crise du Covid-19. On va voir aussi les processus de sécurité de la clinique pour la réouverture post-confinement et son avis sur les conséquences de cette épidémie sur la population et tout ce qui est répercussions à venir. Un podcast donc qui change légèrement de ce que j'ai fait jusque-là. Ça permet aussi de voir si ce genre d'épisode un peu différent plaît. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir, notamment via iTunes ou Apple Podcast, en laissant une petite évaluation et un commentaire sur l'application. Si je vois que j'ai de bons retours, pourquoi pas proposer à l'avenir plus d'épisodes sur des sujets différents comme ceux abordés aujourd'hui. Avant de lancer l'épisode, je vous rappelle que vous pouvez toujours vous inscrire à la lettre biomécanique qui vous permet de recevoir directement chaque nouvel épisode du podcast directement dans votre boîte mail. Vous aurez aussi accès à la lettre biomécanique une fois par mois où vous découvrirez mes conseils, mes réflexions concernant l'amélioration de votre santé, l'amélioration de vos entraînements pour que vous fassiez mieux, pour que vous compreniez mieux votre corps, pour vous sentir en meilleure forme. Tout de suite, je vous laisse écouter ma conversation avec Yann Paquette et puis on se retrouve comme d'habitude à la fin de l'épisode. Est-ce que tu pourrais nous parler dans un premier temps, déjà je suis content de t'avoir sur le podcast. C'est très gentil, Laurent. Je suis content de t'avoir parce que j'ai quand même pas mal de questions, surtout en cette période de confinement, de post-confinement. Avant de parler de clinique, avant de parler de gestion, tout ça, est-ce que tu pourrais me raconter déjà ton premier souvenir de thérapeute, la première fois que tu as traité un patient, si tu t'en souviens? Alors, je me rappelle encore, j'étais en clinique externe. Moi, j'étais un étudiant du Collège d'ostéopathique de Montréal, puis une clinique interne. Et je me rappelle encore, c'était une dame qui venait pour des douleurs cervicales. Et c'était ma première journée en clinique. Normalement, la première journée en clinique, tu es un étudiant de 3e année et tu es observateur. Donc, en théorie, tu n'es pas supposé traiter, tu es celui qui peut-être fait l'ouverture de dossier. Et c'est l'étudiant de 4e année qui prend le relais. Sauf, je me sentais confiant et... je m'appelle encore Joan Simon, qui était ma directrice, me dit « Ah ben Yann, si tu veux continuer avec l'évaluation, tu continues, dès que tu te sens pas à l'aise, ben on va prendre le relais. » Puis je me rappelle, j'étais tout fier de moi d'avoir mené de A à Z de l'évaluation, le traitement, puis je me rappelle encore... Est-ce que tu te souviens ce que c'était? Quelle était la problématique et ce que tu avais fait en termes de traitement? Je vois oui, c'est un petit peu flou encore, mais c'était un travail beaucoup cervical. Fait que on a travaillé un petit peu des compactions des premières cervicales. J'avais pas fait de manipulation cervicale à l'époque, c'est plus du myofacial, travail des trapèzes, comme dégager un petit peu toute la chaîne antérieure myofaciale. Un peu d'ATM au niveau de la mâchoire, puis ça ressemblait un petit peu à ça de ce que je me souviens, mais je dois avouer que ça fait déjà peut-être 8 ans de cela. Ok. Pour ceux qui ne sauraient pas, ATM, c'est l'articulation temporomandibulaire qui correspond exactement, à la mâchoire. Ouais. Ok. Est-ce que toi, tu as toujours eu une affinité pour les sportifs, pour les dans le traitement, dans les blessures, ou pas spécialement, c'est venu au fur et à mesure? Pour être honnête, l'affinité pour les sportifs n'est pas nécessairement venue. Est-ce qu'elle est là aujourd'hui? Je pense qu'elle est venue sur le tard, dans le fait que j'avais beaucoup d'intérêt plutôt pour l'épaule. J'étais moi-même blessé à l'épaule, j'étais un joueur de tennis, tous mes sports étaient des sports de raquettes. Puis j'ai toujours eu une passion pour l'épaule, par sa curiosité, par sa complexité. Donc ça m'a amené une clientèle avec le tennis, Tennis Canada, Coupe Rogers. Fait que ça m'a un petit peu peut-être guidé vers certains axes.
Mais sinon, je dois avouer que peu importe que ce soit un athlète ou un jeune enfant, une personne âgée, votre mère ou votre fils, ben c'est un corps reste un corps. Hein. C'est toujours la même anatomie. C'est juste l'histoire qui est un peu différente. Et pourquoi tu as décidé de devenir ostéopathe? C'est une excellente question. À vrai Ouais, je dire, sais, c'est pas des questions faciles généralement. de profession de base, ben, ma carrière s'entreprenait plus pour être dans le monde de l'informatique ou de l'électronique. À la base, je suis technologue en électronique, donc j'ai fait une technique au collégial, pour me spécialiser dans le domaine de l'électronique. Je voyais que la vie m'a redirigé vers le monde de l'entraînement. Peut-être parce que je sentais qu'il manquait un certain contact humain dans la profession de bureau, d'être devant des ordinateurs. Puis j'ai toujours un questionnement sur la santé, sur le corps humain. Donc j'ai fait des certificats privés comme entraîneur privé, ce qui m'a fait tomber plus dans le monde de l'anatomie puis du corps. Et après, j'ai failli glisser vers un titre de kinésiologue, mais finalement je me suis inscrit en ostéopathie à cause d'une dame qui s'appelait Diane Laflamme. C'était une ostéopathe, une des fondatrices du Collège d'études ostéopathiques de Montréal, qui était amie de ma mère. Et elle m'a toujours traité depuis que je suis un jeune enfant. Puis je me rappelle encore, un jour, j'étais assis dans son bureau, puis elle devait me traiter. Puis elle m'a dit, Yann, il me semble que je te verrais en ostéopathie. Puis j'ai dit, je sais pas trop, on dirait, je sais pas c'est quoi l'ostéopathie. Puis elle s'est mise à rire. Puis elle m'a dit, mais voyons, ça fait 20 ans que je te traite et tu sais pas c'est quoi un ostéopathe? Ça m'a fait rire parce que je me rendais compte que oui, je venais la voir, mais dans ma tête, c'était une magicienne. Je venais la voir pour un problème, le problème disparaissait, mais j'avais aucune idée de ce qui se passait. Et c'est marrant, ouais, parce que tu étais complètement passif pour le coup, en ce qui concerne ces traitements. Tu posais pas nécessairement de questions par rapport à tes douleurs ou par rapport à ta santé à ce moment-là. J'avais la curiosité de la compréhension du corps. On parlait beaucoup de tout, mais de ce que ses mains faisaient, je pense que ça a été moins abordé. On dirait que je comprenais qu'elle bougeait un peu, qu'elle manipulait, mais j'avais de la misère à comprendre le lien entre le toucher et l'action l'action physique, dans le sens, qu'est-ce que la main fait vraiment sur mes tissus et comment ça a un impact sur un problème qui est symptomatique. T'sais, on se présente pour une douleur, on a un symptôme, mais comment la main peut en arriver au point d'enlever le symptôme? Mais toi, par exemple, t'as pas... Et toi, par exemple, tu demandais... Enfin, c'est pas quelque chose que tu étais curieux de savoir au moment où tu faisais les consultations avec elle, où tu étais patient. Tu demandais pas des informations où elle, peut-être, t'expliquait pas exactement ce qui se passait sous sa main? Mais pour être honnête, je me suis rendu compte avec le temps que j'ai vu d'autres ostéopathes par après, malheureusement décédés. Puis je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs types d'ostéopathes. Il y a les ostéopathes qu'on se couche sur le dos, qu'on dort pendant 1 heure, on a un bon moment de relaxation, on se relève, on sait pas trop ce qui s'est passé, ça le fait du bien. Diane, en tout cas avec moi, était peut-être plus dans cette optique-là. C'était pas celle qui expliquait un peu tout. Contrairement à moi, dans mon approche, que dès que je mets la main sur quelqu'un, j'explique pourquoi ça bouge moins, j'ai fait ressentir les différences de densité, de pression, d'amplitude, et j'ai fait sentir aussi le après. Moi, ça a toujours été important pour mes patients qui voient le avant, l'après, puis je sais des fois que l'ostéopathie peut tomber dans un monde qui est un peu subjectif. J'essaie toujours de ramener dans un monde qui est un peu plus vers l'objectivité avec mon patient. Ouais, je fonctionne pareil. Je fonctionne de la même manière. J'essaie d'expliquer ce que je fais, j'essaie de faire comprendre ce qui se passe. Et effectivement, avoir des exemples d'avant, d'après, que ça soit sur la mobilité, pour faire se rendre compte à la personne de ce qui se passe, de ce qu'on a gagné, de ce qu'on a avancé. Il suffit des fois d'avoir des tests simples, concrets, tu vois, un simple TFD, un simple test debout sur un bassin, tu le fais faire avant la consultation, après la consultation, tu vois des différences. La personne, déjà, elle se rend compte qu'il y a eu de l'avancée, il y a eu de l'amélioration. Et donc, je fonctionne pareil aussi. Et dans des précédents épisodes, en ayant discuté avec d'autres ostéopathes, d'autres thérapeutes, on a tous plus ou moins cette vision d'expliquer ce qu'on fait, de partager notre réflexion et d'expliquer et aussi de dire ce qui va pas et ce qu'on fait pour que ça aille mieux, en fait. Là où, comme tu dis, peut-être qu'il y a d'autres thérapeutes, même dans d'autres professions, pas uniquement l'ostéopathie, qui permettent d'être un petit peu plus passives. Comme tu dis, on est allongé sur le dos et on passe un bon moment.
Donc toi, j'imaginais qu'à l'époque, ça te correspondait, puisque tu te sentais bien et tu allais régulièrement la consulter. Mais aujourd'hui, avec un peu de recul, tu as une approche différente. Et toi, en tant que patient, aujourd'hui, avec toi, ton recul et ton expérience de thérapeute, quand tu vas consulter un ostéo ou n'importe quel autre thérapeute, tu préfères quoi, qu'on t'explique, ou tu préfères, comme quand tu étais plus jeune, être plutôt passif? C'est une excellente question. Écoute, pour être honnête, je te dirais que plus la problématique est précise et que j'en suis physiquement conscient, plus je veux des explications, parce que c'est un peu important pour moi de sentir que mon thérapeute reconnaît ce que je reconnais moi-même dans mon corps. Puis s'il n'arrive pas à me le partager avec moi, l'expérience que moi-même je vis, il y a comme une certaine crainte qui passe à côté peut-être, ou qu'il ait peut-être mal compris ma problématique et mes attentes. Mais je dois avouer que pour certains traitements, ça fait toujours du bien de passer une petite heure à relaxer sur le dos, à pas trop se poser de questions, puis il y a aussi, des fois, le lâcher prise. C'est, en tant que thérapeute, connaissant les techniques, voyant un peu ce qui arrive, être trop dans le contrôle de son corps, faut se poser la question, est-ce que ça peut nuire à son propre traitement aussi? Mais est-ce que peut-être tu penses que ça serait la même chose, ou différemment, si tu n'étais pas thérapeute, si toi tu n'avais pas fait ces études en ostéopathie, tu aurais cette idée, tu aurais cette même façon de penser, de dire qu'à partir du moment où tu as une blessure qui t'handicape, tu voudrais quand même comprendre? Oui, exactement. Mettons que j'aurais pas mes connaissances en ostéopathie ou de la santé. Honnêtement, je pense que en tant que patient, le plus important pour nous, c'est d'être rassuré et rassuré sur la personne qui est devant nous dans le fait de reconnaître ce qu'on vit, et que ce soit physiopathologique, que ce soit une blessure, juste sentir qu'on est bien encadré et qu'on parle un peu de la même chose. Tu sais, je pense que ça se fait à deux, le chemin d'un traitement. C'est pas juste je t'offre mon corps comme la viande, manipule, bouge, fais ce qu'il y a à faire et je m'en vais puis c'est fini. Tu sais, je pense qu'il faut qu'il y ait quand même un terrain d'entente sur qu'est-ce qui se passe. Je sais que des fois l'ostéopathe veut partir dans ses lignes de pensée, mais il faut accompagner le patient aussi là-dedans, à chaque étape, je crois, par le verbal et par une certaine ligne directrice partagée. Pour en revenir tout à l'heure, donc cette ostéopathe qui te traitait pendant tes jeunes années, elle t'a conseillé, elle t'a guidé sur le fait peut-être de partir dans cette voie également. Comment c'est arrivé? Comment elle te l'a sorti en fait? Est-ce que c'était une vision qu'elle a eue? Elle t'a dit, toi, je te vois ostéopathe, et est-ce qu'elle a argumenté pour ça, ou c'était juste une discussion? À vrai dire, la raison pour laquelle elle me l'a dit, je lui parlais que je voulais aller peut-être en kinésiologie, que j'étais un petit peu perdu finalement. Et un de mes problèmes dans la vie, c'est que j'ai énormément d'arc à mon CV, mais je me tente de tout. À chaque fois que j'entreprends quelque chose, que ce soit d'électronique, que ce soit de faire des cours en entraînement, on dirait que c'était pas long, que j'avais fait le tour du sujet, puis que j'avais besoin d'en savoir plus. Elle m'a dit, au moins en ostéopathie, tu n'auras jamais toutes les réponses à tes questions. Dans le fait que le corps humain est une source infinie de questionnements, de connaissances, puis que je pourrai jamais atteindre un état qui va me satisfaire. Fait qu'elle a un petit peu piqué ma curiosité. Puis, en étant entraîneur privé, je me suis vite rendu compte que le monde des exercices, des entraînements aide beaucoup. On peut faire beaucoup de choses, mais on dirait qu'il me manquait tout un aspect plus par rapport à la douleur, par rapport à peut-être des restrictions de mouvement. Il manquait certaines informations que je ne peux pas avoir pour aider de A à Z quelqu'un. La thérapie manuelle, finalement. Donc, elle m'a comme emmené un petit peu elle m'a un peu présenté l'ostéopathie sur un plateau d'argent en me présentant pourquoi ça répondait peut-être à ce qui me manquait en ce moment-là dans ma vie. Et ouais. Puis honnêtement, qu'est-ce que j'ai été accepté en kinésiologie, j'ai été accepté en ostéopathie, j'ai été accepté partout. Puis pour être vraiment, vraiment honnête, même aujourd'hui, je me pose la question pourquoi j'ai choisi l'ostéopathie, sachant que c'est un programme de 6 ans, que c'est très dispendieux parce que c'est une école privée, contrairement au programme, mettons, en kinésiologie, qui est universitaire, qui finit en dedans de 3 ans pour un bac. Je sais pas qu'est-ce qui m'a pris de me lancer à si long terme et avec autant d'argent. Le défi, peut-être aussi? Peut-être le défi, peut-être la curiosité. Peut-être aussi le fait que faut pas oublier qu'un ostéopathe peut peut-être un peu plus gérer ses horaires, sa vie. Puis je trouvais que c'est un métier qui vieillit bien, dans le sens que être un jeune entraîneur privé, ça va bien, mais quand on a 50 ans, on vieillit dans un gym, dans des groupes sportifs, on dirait que bien souvent, ils veulent soit de l'athlète olympique qui a réussi dans un domaine, ou sinon ils veulent le jeune sportif au corps sculpté pour lui ressembler. Donc, je trouvais que c'était un métier qui vieillissait moins bien.
Et tu penses pas qu'au niveau entrepreneuriat, le physio ou l'entraîneur, par exemple, il est pas aussi libre, comme tu dis, de ses horaires. Tu penses pas qu'il peut développer son entreprise, développer son service Ça dépend de telle pas sorte à ce qu'il ait autant de liberté qu'un ostéo peut l'avoir? Il pourrait le faire dans le domaine privé. Mettons, il pourrait s'affilier puis juste vendre ses services, mettons, au plan d'entraînement. J'ai vu certains entraîneurs le faire. C'est sûr, c'est pas des carrières qui sont faciles. Surtout, je dirais, à cette époque. L'époque d'Instagram, de Facebook, des vidéos sur YouTube. Tout le monde est YouTuber. Tout le monde partage un peu son information, son vécu. Donc, on doit un peu se battre contre tout le monde qui devient un expert de tout. On dirait qu'on apporte beaucoup de notoriété aux gens sans nécessairement qu'il y ait peut-être l'expertise développée. Bon, comment t'en es venu à travailler une fois que t'as fait tes 6 années d'études au final? T'as terminé tes cours, t'as eu ton diplôme. Comment t'as fait ton entrée dans le milieu professionnel en tant qu'ostéo? Est-ce que tu m'entends toujours? Aussi? Ah, est-ce que tu m'entends là? Oui, Jérôme? Ok, il y a eu une coupure. Il y a une coupure. Ah, parfait. Donc, Bon, je vais recommencer. Comme je disais à l'époque, quand j'ai terminé mes études en ostéopathie, j'avais mis sur Facebook que j'avais gradué, que j'étais bien content. Puis une acupunctrice avec qui j'avais fait affaire dans ma jeunesse, qui m'a proposé tout simplement de travailler dans sa clinique avec elle. Ce que je fais encore aujourd'hui. Donc, elle est l'acupunctrice près de chez moi. Et finalement, j'ai sous-loué un local comme ostéopathe à mon compte. ok, bon, et ça ça fait pas mal d'années que tu continues là-dedans alors que tu travailles dans une grande, je sais pas comment on peut dire, une grande marque, une grande institution, Une grande bannière, peut-être. une grande bannière, ouais. Qu'est-ce qui, moi ça m'intéresse. On en avait discuté un petit peu. Je t'avais posé 2-3 questions, mais c'est la parfaite occasion pour aller davantage dans le sujet. Donc, déjà, pour mettre un peu dans le contexte, toi, tu as acheté donc des parts d'une société, d'une grande bannière. Est-ce que tu pourrais nous expliquer tout ça? Parce que je vais le faire, hein, je vais très mal Ouais. expliquer, moi. À vrai dire, je suis actionnaire, propriétaire de Kinetex Sport Physio Jarry Petite Italie. Ce que ça veut dire, c'est que finalement, moi, je suis propriétaire de l'entité physique et le nom enregistré. Kinetex, en tant que tel, a plusieurs cliniques. On est rendu à peu près, je pense, 58 cliniques partout au Québec. On a même en Ontario, on a même une en essai aux États-Unis en ce moment. Donc finalement, moi, je suis propriétaire de la clinique, donc j'ai un certain droit décisionnel sur les décisions de la clinique avec mes associés. Et Kinetex fonctionne un peu comme une coopérative, dans le sens qu'on a des assemblées où est-ce que tous les actionnaires se réunissent et chaque projet est finalement voté par ses membres. Donc la ligne directrice est toujours celle qui est représentée par tout le monde ensemble. Et un point qui est spécial chez Kinetex, c'est qu'on n'est pas des propriétaires investisseurs ou des grosses boîtes corporatives. Ce qu'on est finalement, c'est tous des thérapeutes. Donc, quand on va chez Kinetex, les propriétaires, c'est toujours des gens qui ont une vision de thérapeute puis qui ont à cœur vraiment la santé des gens. On n'est pas là. Je pense qu'il y a personne qui a acheté un Kinetex dans le but de faire de l'argent. C'est plus le fait de pouvoir peut-être contrôler un petit peu la qualité de ses services, avoir un certain regard sur ce qui se passe dans son environnement. Mais je vois que c'est une belle famille. Est-ce que ça, c'est la condition sine qua non pour acquérir des parts, des actions dans un Kinetex? Il faut obligatoirement être dans la thérapie ou pas nécessairement? Pendant longtemps, honnêtement, c'était le cas. Je dois avouer que moi, je suis propriétaire seulement depuis 1 an. Donc, je peux peut-être pas parler énormément dans le passé. Je crois qu'au début, c'était obligatoire. C'était toujours surtout des physiothérapeutes qui devenaient propriétaires. Il y a certains ostéopathes aujourd'hui. Je pense qu'on est peut-être 8 ou 9 dans toutes les bannières qui sont propriétaires actionnaires ostéopathes. Et maintenant, j'ai aussi vu dans certaines cliniques des RH, donc des ressources humaines, des coordonnatrices administratives, dont celles qui gèrent un petit peu tout ce qui est paye, paperasse, qui se finit par acheter des actions. C'est le cas pour, mettons, ma copropriétaire Sabrina, qui elle a des actions, puis est finalement gestionnaire administrative de la clinique. Okay. Qu'est-ce qui t'a donné envie
de te lancer là-dedans, mis à part peut-être le fait que tu te lasses assez vite de ce que tu fais, que tu aimes bien découvrir de nouvelles choses, passer à l'étape suivante. Pourquoi acheter une clinique? Ben, je dois avouer que tout s'est passé alentour d'un poulet portugais. Attends. Falloir que tu m'expliques là parce que. Non, mais il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir du poulet portugais. Hein. Ses épices, son arôme. Ouais, et d'ailleurs, pour tous ceux, je sais pas si tu connais Ma Poule Mouillée, le restaurant à Montréal. Oui, je connais. Ouais, bah c'est du poulet portugais aussi. Ouais. Voilà. Bon, je sais pas si les gens ils comprendront exactement, mais ceux qui habitent Montréal et qui voient de quoi on parle. Bon, bref. Donc tout ça pour rebondir sur le fait qu'il faut surtout pas sous-estimer le poulet portugais. Mais pour le coup, j'ai envie de comprendre le lien entre l'achat d'une clinique. Je pense que ça va passionner du monde. Alors, je me rappelle, j'étais avec Tina Janakakis, une grande ostéopathe. Elle est aussi thérapeute du sport. Elle était propriétaire de la clinique que j'ai finalement acheté des parts. C'est aussi une très bonne amie. J'étais dans sa cuisine, on est en train de discuter, puis Tina, c'est une grecque, puis elle a un de ses poulets portugais qui est merveilleux. Donc, on est en train de partager le repas, on mange un bon poulet. Puis là, elle me parle qu'elle veut vendre finalement ses parts, ainsi que Marie-Claude, qui est son autre associée, son physiothérapeute dans la clinique depuis plus de 28 ans. Puis pour des raisons, surtout de temps, ils veulent passer plus de temps avec leur famille, enfants. Et c'est quand même demandant d'avoir une clinique au point de vue de la gestion. On dirait que finalement les soirées, les fins de semaine n'existent plus vraiment. On a toujours des choses non réglées. Fait que me discute de ça. Puis tout simplement, je lui ai seulement dit si tu veux vendre, moi je vais acheter. Sur un coup, est-ce un coup de tête, est-ce un ressenti profond, est-ce le karma de ma vie, la ligne directrice qui s'ouvrait devant moi, mais j'ai simplement dit je vais acheter et finalement 8 mois plus tard, après des mois de gestion d'avocat, de papier, de banque, de prêt, de tout, j'étais propriétaire de la clinique. Mais tu savais ce que ça impliquait au moment où t'as sorti ça à Tina, tu lui as dit je vais acheter. Est-ce que tu savais que ça allait impliquer justement des fins de semaine compliquées, en tout cas extrêmement occupées, ou alors tu l'as découvert après, tu t'es dit putain j'aurais dû demander un peu plus de détails sur comment ça fonctionnait. À vrai dire, j'ai déjà été j'ai déjà été gestionnaire. J'ai géré des restaurants, j'ai géré des magasins dans le domaine de la peinture, j'ai été directeur remplaçant dans certaines compagnies. La gestion de personnel, de compagnie, j'avais ressources humaines un peu tout, j'ai déjà fait et je sais à quel point c'est demandant. Est-ce que je savais c'était quoi exactement la réalité d'être propriétaire d'un Kinetex? Je crois que non. On ne sait pas tant qu'on l'a pas fait. Je trouvais simplement que c'était un beau défi, puis honnêtement, on venait de déménager, puis la clinique est dans plein cœur de la petite Italie. On est à 2 rues du marché Jean Talon. Puis je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je rentre dans la clinique, j'ai l'impression d'être chez moi. C'est comme rentrer à la maison. Puis on dirait que c'était important pour moi aussi de peut-être être celui qui continue cette ligne directrice-là qu'on avait avec Marie-Claude, Tina, qui était une clinique très, très, très familiale, où est-ce que il y a beaucoup d'échanges, on rentre le matin, puis j'ai pas l'impression de rentrer travailler, j'ai l'impression de revoir des collègues qui sont pour moi des amis, qu'on peut échanger, parler de tout. Il y a pas d'esprit on va dire, des murs, un carcan serré sur des protocoles, on doit être ici, on doit être ça, on doit faire comme ça. Puis c'est important pour moi peut-être que ça continue. Fait que je pense que c'est une façon peut-être pour moi de protéger le bébé de Tina et Marc-Claude qui avait si bien mené à terme peut-être. Et puis finalement, est-ce que c'est peut-être pas la bonne solution de pas nécessairement voir les obstacles qui vont se dessiner dans les semaines, dans les mois futurs, parce que si on t'avait donné une vision d'avenir sur tous les obstacles que tu allais rencontrer, ou en tout cas les difficultés auxquelles tu devrais faire face, et celles qu'on a eues en ce moment est quand même de taille, si, en ce qui concerne l'épidémie de coronavirus, du Covid-19. Si on t'avait donné toute cette vision, est-ce que tu penses que tu serais quand même lancé, tu vois, ou finalement pas, ça a été une bonne chose d'avoir une espèce d'innocence comme ça? Pour une réponse honnête, à ce jour, je me serais encore lancé. Dans le sens qu'il y a pas une journée que je me suis levé, je me suis dit, oh mon Dieu, c'est la crise, tout va mal, on s'en sortira pas.
tout va bien encore. La clinique, la gestion se passe bien. C'est sûr que de point de vue financier, non, la clinique en ce moment ne peut être rentable. On fonctionne sur un service de service essentiel pour les physiothérapeutes qui voient des patients en urgence, mais les critères sont très limités. Et on fait un petit peu de téléréadaptation qui est encore très limité. Et en plus, on est limité parce que les employés sont sur un programme d'aide avec le PCU du gouvernement, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas déclarer plus que 1 000 $ de salaire par employé. Sinon, ils vont perdre leurs 2 000 d'aide gouvernementale en ce moment. Donc, tout le monde roule un maximum à peu près un 7 heures dans la clinique au niveau des physiothérapeutes. C'est sûr que c'est pas beaucoup de salaire pour des dépenses qui sont encore là, des dépenses de loyer, des dépenses de taxes, des dépenses de fournisseurs, des dépenses courantes. Mais en même temps, c'est sûr que ça ne fait que 2 mois. Dans 1 an, 2 ans, 3 ans, je l'espère pas, mon discours sera peut-être différent, mais en même temps, on voit que le gouvernement commence déjà à ouvrir certaines portes, les critères commencent à changer. On est prêt à ouvrir, on est bien équipé, on a des masques, des lunettes, des sarraux, les gants. On a pris en compte toutes les normes de la CCST pour être légal, pour ouvrir, puis protéger nos employés et nos clients. Donc, est-ce qu'on va sortir de la crise? Je crois que oui, je crois que tout va bien aller. Puis, on est quand même dans une belle société au Québec où est-ce que les gouvernements ont beaucoup de programmes d'aide. Je sais qu'en France, ma conjointe est française, c'est un peu moins facile pour vous d'avoir des prêts, de l'aide peut-être des fois au niveau de bancaire, parce que chez nous, ils sont plus garants de prêter facilement. Ce qui est bon et mauvais, parce que ça peut créer plus d'endettement dans une société, mais ça peut beaucoup faciliter des fois le fait de se partir en affaires ou dans des crises comme ça, mais ça facilite le facteur de risque et de sécurité, disons. Bah, de toute façon, c'est vrai qu'on n'a pas été au Québec ici les plus à plaindre pendant cette période. Déjà, le confinement était beaucoup moins strict par rapport en France où pour le coup il fallait une attestation pour sortir. Ils ont mis des règles en place ici pour éviter tout déplacement, on va dire futile et un peu insécure, je sais pas si on peut dire ça, mais on avait quand même l'autorisation de pouvoir se balader avec quelques règles simples, à savoir rester à 2 mètres de distance des gens pour ce qui est dans les parcs par exemple. Donc enfin ça, et puis oui au niveau des aides, j'ai trouvé que ça a été extrêmement bien organisé, ça a été très efficace. Alors peut-être pas pour tout le monde, je parle pas d'une manière, je parle d'une manière générale, on va dire. C'est peut-être pas pour tout le monde. Il y en a qui ont perdu dans cette histoire. Il y en a qui ont perdu beaucoup. Il y en a qui se retrouvaient dans la merde. Mais de manière générale, j'ai trouvé quand même que c'était rapide, efficace en termes de. Enfin, on peut toujours faire mieux, mais je suis pas en France. Moi, je suis à Montréal. Là, tu sais. Et quand je vois certains amis ou certains collègues ou proches qui sont en France, soit qui ont des sociétés, soit qui sont à leur compte, ou même juste salariés dans une boîte. J'ai l'impression que ça a été quand même beaucoup plus compliqué, les aides, l'État, le gouvernement. Bon, après, c'est un autre sujet. On va pas nécessairement rentrer sur tout ça, surtout que, bon, je suis pas un spécialiste dans tout ça. Ouais, c'est tellement compliqué de toute façon. Donc ça, c'est un peu pour la situation actuelle. Juste avant, j'aimerais revenir donc au moment où tu as signé, que tu as décidé d'acquérir donc Kinatex, donc la clinique de Jarry, Petite Italie. Ça a été quoi les premières difficultés? Par quoi tu as dû commencer? Et que tu ne t'y attendais pas forcément d'ailleurs. Les premières difficultés. J'aurais dit le voyagement. Ouais. C'est sûr que j'habite pas à côté de la clinique. Je suis à 45 minutes, mettons, de mon domicile. S'il y a du trafic, ça peut devenir 1h30. Et je dois avouer qu'au début, j'ai augmenté mes heures à la clinique à Montréal. J'étais habitué de travailler à 10 minutes à côté de chez moi. Donc, je voyais que c'est surtout la fatigue du temps, la fatigue du voyagement. Et c'est comme quand on emménage dans une maison. La maison était très belle quand on arrive, mais on veut la mettre à notre goût. On a besoin de se sentir chez soi. Fait qu'on dirait qu'au début, on met beaucoup d'efforts à peinturer les murs, à redécorer, à changer toutes les petites choses qui vont faire la différence entre un chez nous, un chez soi. Et je crois qu'au début, j'ai mis beaucoup d'énergie dans mes soirées, dans mes projets, à faire des petites choses pour la clinique qui prenaient du temps, mais qui étaient importantes pour moi pour m'approprier un peu cette clinique. Le fait de signer un papier fait pas que la clinique
elle est à toi nécessairement. Puis même un an plus tard, je dois avouer que des fois, je me pose la question, mais est-ce que je suis vraiment celui qui dirige l'équipe, qui dirige tout? Je prends les décisions, mais je pense que ça prend du temps pour l'esprit de se dire, OK, oui, c'est vraiment moi cette clinique, c'est vraiment moi qui est responsable de ses employés, je suis vraiment, comme on dit, le patron. Mais c'est un titre qui est difficile à prendre peut-être, surtout quand on est thérapeute dans sa propre clinique et qu'on échange au même titre que ses collègues finalement. Ok. Et comment comment t'as décidé de répartir ton temps entre tes consultations et la gestion de la clinique? Pour être honnête, c'est venu ouais. naturellement, ça? Ben, pour être honnête, j'ai pas changé mes horaires de thérapie. Au début, tout ce que je faisais, c'est travailler autant d'heures comme thérapeute et c'était mes soirées, mes nuits qui étaient passées. Soit je me couchais à 1h, 2h du matin. Je partais de la clinique, c'était 1h, 2h du matin. Et j'ai juste rajouté toutes les tâches administratives en plus de ce que je faisais avant. Ce qui fait que je faisais facilement 60-70 heures semaine pendant peut-être un bon 8 mois. Ouais, mais ça donne une bonne idée déjà de ce que c'est que acheter une clinique ou en tout cas gérer une clinique. Ben, je pense sais qu'on pas. on se rend vite compte que tout ce qui a l'air si simple, même si c'est simple d'un point de vue intellectuel, ça prend du temps. Bien faire quelque chose, des fois, ça prend 2-3 heures de juste dire, bon, parfait, je dois réécrire un script pour la réception pour refaire les messages vocaux. Bon, tout le monde se dit, bah, c'est banal, en 30 secondes, c'est fini. Non, faut prendre le temps de lire les 200 mots qu'on peut écrire, les relire, être sûr qu'on dit la bonne information. Après ça, faut rejoindre la réceptionniste, faut donner le message. Après ça, va le changer. C'est niaiseux, mais c'est une petite tâche qui dans ta tête te prend 3 minutes, mais finalement, tu te rends compte que ça a pris 30 minutes. Ah ben finalement, on avait un petit meeting, un employé qui veut te parler, tu parles, ça dure 25 minutes, bon, un autre 25 minutes, mais tu te rends compte que dans une soirée, quand les gens finissent leur journée à la maison, ben ils ont peut-être 2 heures chez eux pour regarder la télévision, voir des amis, relaxer. Ben moi, mon 2-3 heures, il disparaît très vite sur des petites tâches de lire des courriels, répondre des employés, booker des vacances, travailler sur des projets marketing, faire des suivis. Puis, il faut pas oublier que je suis encore thérapeute, donc j'ai mes propres suivis de mes propres patients à rappeler, mes dossiers à finaliser. Donc, tout se rajoute très, très, très vite. Et tu vois, j'ai deux questions qui me viennent là par rapport à ça, qui sont un peu différentes. Déjà, je me demande, est-ce que toi, tu as un espèce de programme, non, pas un programme, un espèce de planning en fait où tu vas te dire bah tiens le lundi je vais m'occuper plus de ce type de tâches ou alors en termes d'horaire est-ce que tu as un agenda juste en ce qui concerne la gestion de la clinique parce qu'effectivement il y a beaucoup d'allers-retours comme tu dis des choses où il faut y revenir les mails etc beaucoup de choses qui viennent tous les jours s'ajouter alors que c'était pas notamment prévu comment tu le gères ton temps en fait tu l'organises en différentes plages de travail en fonction des domaines ou alors c'est un peu tu prends le travail comme il arrive. Au début, c'est bizarre. Au début, j'étais très structuré. Je voulais tout planifier, faire des programmes marketing, tel projet, tel temps pour les employés, tel temps pour les suivis, tel temps pour tout. Mais je me suis vite rendu compte que mon horaire ne fonctionnait jamais parce que j'avais trop d'imprévus ou les choses prenaient pas le temps que je pensais que ça prendrait. Aujourd'hui, j'ai des lignes directrices. Exemple, j'ai mon projet, mettons, marketing. Ben, dans mon projet marketing, je vais avoir un certain nombre de tâches dans lesquelles, de temps en temps, je m'y réfère pour voir c'est quand la dernière fois que j'ai travaillé sur tel projet, je suis rendu où. C'est comme mon guide mémoire marketing pour voir qu'est-ce que j'ai fait dans l'année, c'est quoi mon prochain événement à venir, un genre de calendrier agenda avec une, une ligne directrice. Mais c'est tout, mais je suis pas chaque jour en train de dire, mettons, le 5 mai, ça va être tel projet, le 12, ça va être ça. C'est sûr, j'ai beau que mon agenda, j'ai un rendez-vous. Mais sinon, c'est plus, je te dirais, c'est sauver les meubles, faire ce qui est plus important en premier, qui est primordial, qu'on s'est mis. Puis quand il reste du temps, on tombe sur tous les projets connexes. Puis je pense C'est que... quoi qui te fait... Ouais. Ouais, pardon, Non, j'allais j'en prie, couper, vas-y. mais Non, je t'en prie, j'allais continue. j'allais dire, ça dépend un peu des personnalités. Moi, j'ai une personnalité un peu libertin qui aime faire les choses au gré de son cœur. Donc, me mettre sur un travail, si j'ai le goût de faire quelque chose d'autre, pour moi, c'est un peu travailler dans le beurre, dans le sens où j'ai l'impression que je suis moins productif, puis j'ai l'impression de me brimer moi-même dans mon respect de ma personne. Donc, je suis plus du genre à prendre le dossier qui me tient à cœur. Ouais. Ah, petite coupure.
Je ne t'entends plus. Tu m'entends bien, Jérôme? C'est bon, c'est revenu. Bon, désolé. Ouais, comme je disais, Bizarre. je suis plus du genre à suivre les travaux de mon cœur au lieu des travaux peut-être par une liste hiérarchique. À part pour les Ouais. urgences. Pour moi, j'ai les red flags en haut, puis après ça, tout ce qui est en bas, j'y vais par mon cœur est où en ce moment. C'est intéressant. Moi, je fonctionne pas comme ça. Mais je trouve que, tu vois, ça va bien avec avec ta personnalité, avec tout ce que tu nous as raconté jusque-là. Cette façon de fonctionner. Et puis ça prouve aussi qu'il n'y a pas une unique façon réussir. Je sais pas, réussir, il n'y a pas qu'une unique façon de faire pour que les choses marchent. En tout cas, tendent vers ce que certains peuvent appeler le succès ou la réussite. Mais je crois que tu avais un bon mot, réussite. Puis je pense que la réussite est propre à chacun. Hein. Pour certains, c'est le bonheur. Il y a certains que c'est la paix d'esprit. Il y en a d'autres, c'est la sécurité. Il y en a que c'est l'argent. Il y en a que c'est les biens matériels. Il y en a que c'est l'amour. Chaque personne dans sa vie a une certaine réussite. Puis pour moi, la réussite, c'est de me respecter moi-même. C'est toujours d'être en état où est-ce que je suis en paix avec ce que je suis et que je suis heureux. Puis si je me mets à travailler sur des choses qui m'agressent juste parce que je me force ou n'importe quoi, ben pour moi, c'est un peu me brimer moi-même. C'est un peu la même chose pour mes employés. Ben, je pense que je te l'ai dit toi-même à l'embauche. Le plus important pour moi, c'est que mes employés soient heureux, qu'ils soient bien, puis que c'est n'importe quoi, ben je vais tout faire pour les rendre heureux dans le plus grande optique du monde parce que tu sais, je suis un thérapeute, j'ai à cœur le bonheur des gens puis le respect de chaque personne. Je pense que c'est ce qui compte le plus pour moi. Ben dans ce que tu dis, c'est logique là par rapport à cette idée que tu as de la réussite du bonheur et comment tu vas fonctionner. En tout cas, tu vas organiser en fonction de ça. Le fait de prendre un dossier, de prendre une tâche qui t'anime, de pas nécessairement d'avoir des lignes directrices, mais pas nécessairement avoir des choses qui sont très planifiées avec beaucoup de sacrifices sur des tâches que tu n'as pas envie de faire, mais que tu vas quand même, que tu vas devoir faire, mais peut-être que tu vas prioriser, tu vas être un peu plus souple sur la manière de t'organiser. Là où moi je fonctionne pas exactement pareil dans ma vie de tous les jours, dans ma productivité ou dans mes tâches, c'est vrai que j'essaie d'être organisé. Peut-être que de plus en plus, j'essaie de faire des choses que j'aime. Enfin, en tout cas, que j'y prenne du plaisir. Mais c'est peut-être aussi une conséquence de ce que je fais. Bon, je sais pas, c'est compliqué. Mais contrairement à toi, je sais pas si moi je pourrais gérer une clinique comme ça, quoi. Parce que, comme ça ou tout court. Parce que les fois où on en a discuté, où je vois un petit peu comment ça se passe, et puis tu le dis, là... Il y a beaucoup d'imprévus, ça change d'un moment à l'autre, il y a des tâches qui prennent beaucoup plus de temps que prévu. Je pense que ça me mettrait dans une espèce de chaos mental et de désorganisation. Tu sais, c'est un peu un truc d'autiste, hein, les trucs bien organisés, bien à sa place, etc. Enfin, autiste, je sais pas, je suis pas un autiste, mais je pense que moi, ça m'irait pas du tout, tu vois. Ben, je te comprends aussi, hein, parce que tu as totalement raison. Comme je t'ai dit au début, on veut s'organiser, on veut être organisé, et là, boum, il y a une surprise, boum, une surprise, boum, une surprise. Après un certain temps, le système nerveux, il dit, arrête de t'organiser, tu vas toujours être déçu, tu es toujours brimé, puis tu deviens encore plus insécure parce que le planning qui te sécurisait devient anéanti. Et là, on se ramasse devant un monde de possibilités encore plus insécurisantes. Puis c'est aussi un échec, hein. À chaque fois qu'on a un agenda qu'on n'arrive pas à respecter, c'est créer un système d'attente. Et c'est se décevoir dans ses propres attentes. Et qu'est-ce qui t'a poussé à garder tes consultations avec toute cette masse de travail? Pourquoi la folie, Jérôme, la folie québécoise. C'est comme un virus. Alors, je l'ai pas encore, je suis pas sûr de l'avoir attrapé à 100% la folie. Non, mais est-ce que tu as diminué peut-être tes temps de consultation Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, je dois avouer que j'ai diminué un petit peu. Ben, avant le coronavirus, maintenant, on a tous diminué. Mais je dois avouer, dans les derniers temps, j'avais diminué un peu mes heures. Je me mettais des pauses pour faire de la gestion. J'avais appris un peu plus à me limiter. Mais faut pas oublier une chose, c'est que même en tant que thérapeute, à chaque fois qu'on se coupe notre plage horaire, on s'enlève des revenus. On est payé à l'heure, on est payé à l'acte thérapeutique. Donc, me couper des heures, c'était couper mon salaire.
Mais ce qui est intéressant aussi, parce que ça permet de montrer dans un sens, peut-être qu'on peut avoir une image de patron de clinique ou de propriétaire de clinique qui fait énormément d'argent, qui a juste à peut-être poser des ordres ou poser des directives et puis ensuite se barre en vacances tous les 2-3 jours. Enfin, non, peut-être pas tous les 2-3 jours. J'exagère, je grossis vraiment le trait. Mais peut-être qu'il y en a qui ont cette vision-là. Alors, certes, ça fait qu'un an. Tu as dit que tu avais racheté les parts donc de la société. Ça fait pas 10 ans, donc effectivement, c'est en plein développement, il faut y travailler dessus. Mais ça enlève quelque part cette image un peu édulcorée de posséder une clinique. Et en fait, c'est très simple et l'argent tombe très facilement, quoi. Non, c'est pas facile. Puis une autre chose qu'il faut pas oublier, c'est qu'une clinique, elle vous est pas offerte gratuitement sur un plateau d'argent non plus, hein. Dans le sens que faut la payer. Et quand on achète les actions, comment j'ai fonctionné moi, c'est que j'ai un prêt à la banque, un prêt commercial, qui me permet de rembourser. Mais l'argent des revenus de la clinique me permet justement de rembourser un prêt, donc de rembourser mon endettement. Mais ça me donne pas nécessairement plus d'argent dans mes poches. Le fait d'être propriétaire, tant que ma dette n'est pas payée, je suis pas plus riche que n'importe quel de mes employés. Puis ça peut être le contraire, je peux même être moins riche parce que si je coupe mes heures pour faire beaucoup de gestion, oui, ça me permet de gérer les employés, aider la compagnie, mais je vais pas nécessairement générer énormément plus d'argent toujours. Oui, on vit bien, la clinique peut se payer, mais tant qu'elle est pas payée, c'est un jeu qui est plus serré. Fait que être un investisseur dans les débuts, c'est faire des sacrifices. C'est ça. Sachant en plus que c'est une clinique qui avait démarré déjà, enfin qui était en roulement. Il y a des patients, il y a des thérapeutes qui sont déjà, enfin il y avait des physios, des ostéos qui étaient déjà en train de travailler dans cette clinique. Elle était déjà reconnue. Donc c'est pas comme si tu as démarré de zéro. Tu as déjà démarré avec une certaine inertie malgré tout le développement. Exactement. Donc ouais, ça donne un peu une idée de ce que c'est. Et d'ailleurs, moi, je suis pas sûr de t'avoir vu beaucoup en vacances, en tout cas, chiller. Non, mais c'est vrai. Alors, on s'est pas croisé beaucoup. Ouais, c'est pour ça. On s'est pas croisé énormément à la clinique. On se croise pas énormément. Pour ceux peut-être qui savent pas, pour éclaircir le truc, c'est que moi, donc, je travaille à cette clinique à Kinatex en tant qu'ostéopathe. C'est l'une des cliniques où je travaille en tant qu'ostéopathe. J'ai pas le statut d'employé parce que j'avais demandé à être ce statut de consultant, en fait, travailleur autonome, quoi. Ouais, à son compte, mais je sais pas comment on pourrait statut de consultant, on pourrait dire ça. Oui, on pourrait dire ça. Donc moi j'y passe un peu de temps, enfin quelques heures par semaine dans cette clinique. Quand on se croise, on discute. On se croise pas souvent parce qu'on partage pas exactement les mêmes heures. Mais les fois où on s'est croisés, moi je peux confirmer que t'étais dans le travail, quoi. Ouais, et puis non, je suis rarement en train de faire la jasette. Mais le problème en tant que thérapeute, c'est que comme Jérôme, quand je rentre travailler, si j'ai 7-8 patients à mon horaire, pendant 7-8 heures, je suis toujours avec un patient. Et les gens réalisent peut-être pas, surtout, je sais pas si t'as des amis, mais si on nous envoie un message, des fois on répond pas très vite, dans le sens que toute la journée, je vais chercher mon patient, je termine, je fais mon dossier, et pouf, c'est le prochain. Et on n'a pas de petites 15 minutes de pause entre les patients, on n'a pas de trou. Des fois, tout va bien. On est à l'heure, on finit 2-3 minutes d'avance, c'est merveilleux, mais un patient arrive en retard, je sais pas pour toi, mais moi, quand j'ai un patient qui arrive 10 minutes en retard, on dirait que des fois, j'ai de la difficulté à couper le petit 10 minutes de la fin, ou il y a toujours le fameux patient qui, avant de sortir, tout est bien, tu as 4-5 minutes d'avance, tu peux faire ton dossier, il est dans le cadrage de la porte, il se retourne et il te pose une de ses questions qui prend 10 minutes à répondre. On commence à répondre, et là, on s'est mis 5 minutes en retard sur le prochain patient. Et comme c'est pas la faute du prochain patient, on étire le traitement de 5 minutes. Donc, pour le restant de ta journée, tu es toujours à la course pour être juste à l'heure de 5 minutes de retard, ce qui fait que t'as pas de pause pipi, t'as pas de temps d'aller manger. On est toujours dans une petite course effrénée. Ce qui fait que même si on se croise, moi puis Jérôme, on a peut-être, si on est chanceux, 2-3 minutes dans le petite pause entre nos patients, si on a un trou à l'horaire et qu'on a fini à temps, mais sinon, on se croise seulement à la fin de la journée. Ouais, c'est vrai que ça m'est arrivé. Et, les exemples que tu donnes, il y en a un par exemple où bon, le traitement se passe bien. J'ai à peu près, on va dire 15-10 minutes d'avance. Je vois l'horaire. Je suis à 45
Je me dis, bon, ben, j'ai terminé bien, etc. Et je me dis, ben, c'est incroyable parce que waouh, j'ai terminé avant, je vais avoir du temps pour peut-être pour accompagner enfin, je vais prendre mon temps pour accompagner la personne, je vais pas me dire nécessairement vite parce qu'il y a quelqu'un derrière. Donc j'ai l'impression d'être large. Le seul problème, c'est que je vais donner 2-3 exercices et répondre à 2-3 questions, exactement comme tu dis. Et là, tu te retrouves, tu raccompagnes la personne, tu vois qu'il est 5 et tu dis, mais merde, comment c'est possible d'être aussi en avance et de terminer quasiment en retard, quoi. Mais bon. Mais ça, c'est la loi d'Einstein. Le temps est relatif et on s'en rend compte très, très vite. Plus on est en avance, plus on finit en retard. Ouais, c'est vrai. La loi d'Einstein. Bon. Comment ça s'est passé ? J'aimerais qu'on discute un peu plus expressément de cette histoire de coronavirus, en fait. Comment ça s'est passé ? Parce que ça a été un sacré bordel pour toutes les cliniques. Ouais. Comment tu l'as appris et comment tu l'as géré, cette annonce de la fermeture des cliniques lorsque ça a été partout, le gouvernement a dit confinement, enfin on s'arrête, les cliniques s'arrêtent, tout ce qui n'est pas essentiel. Là tu t'es dit merde, putain, comment on va faire ? Nous, notre première journée de fermeture était finalement le 15 mars en après-midi. Donc le lundi matin, tous les employés rentrent travailler en pensant que ça va être une journée semi-normale. Et ça a commencé déjà à se discuter un peu. Finalement, on a le commandement qu'il faut tout fermer. On n'a pas le droit de traiter. Donc, finalement, ils ont vu leurs patients de la matinée. Puis tout le restant des patients ont été annulés pour la semaine en cours. Je voyais qu'au début, bon, on sait pas trop comment le prendre. On voit la France, on voit l'Espagne. Donc, ce qui se passe un peu en étranger, ben, on est très prompt à nous aussi tout fermer. On est même très fiers de fermer en disant on fait tout ce qu'il faut pour se protéger la société. C'est pas grave, c'est un sacrifice à donner. On veut éviter ce qui se passe à l'étranger, qu'il y a autant de morts et de cas. Puis on se dit, dans 2-3 semaines, ça va repartir. Mais les semaines passent et on se rend compte que c'est de pire en pire. Ça rouvre pas si vite que ça. Finalement, on n'a pas encore eu les droits. Donc, je dois avouer que la crise, comme pour tout le monde, je crois qu'on la vit quasiment à chaque heure. À chaque heure, à chaque communiqué, à chaque information, c'est toujours une nouvelle bombe qui nous explose en plein visage en disant bon, ben parfait, on entend le gouvernement qui dit oui, service essentiel, vous allez avoir le droit. On regarde, nous, pour ce qui est des physiothérapeutes, c'est l'OPPQ qui règle finalement leurs droits de pratique. Là, finalement, on a un communiqué qui dit non, finalement, vous n'avez pas le droit. Donc, on est toujours en train de faire un pas en avant, un pas en arrière, un pas de côté. On danse une danse qu'on sait pas trop les pas. Et finalement, ça respecte absolument la ligne directrice de ce que c'est que gérer une clinique, c'est-à-dire que rien n'est sûr, tout est à revoir de moment à l'autre. S'il y a j'ai perdu le mot, mais c'est instable. Il y a une instabilité qui est à chaque instant. Et puis là, ça a été encore pire. Donc finalement, t'as été bien habitué jusque. Ben oui, je dois avouer que c'était le moment parfait pour ne pas avoir un agenda avec des plannings définis à l'horaire de façon très carrée, car ça aurait été le chaos de total. Donc, moi, les premières choses qui sont arrivées au début, c'est des meetings avec Kinatex. Donc, tous les actionnaires, on se rencontrait par conférence sur Zoom. Des conférences, honnêtement, je dois en avoir à peu près 3-4 par semaine. J'en ai parfois avec, comme Jérôme, avec les thérapeutes de la clinique. Des fois, j'en ai avec les secrétaires, j'en ai avec les physios, tout le monde ensemble. J'ai Kinatex juste les ostéopathes. Des fois, on fait des appels avec certaines instances gouvernementales, des contacts qu'on a. On essaie d'avoir des informations un peu partout. Puis nous, tout ce qu'on a pu faire dans les débuts, on avait un choix à faire, c'est-à-dire que la physiothérapie est encore tolérée comme un service essentiel pour faire de l'évaluation. C'est-à-dire... Sachant qu'on va rappeler que la physiothérapie correspond à nos amis français à la kinésithérapie, donc... beaucoup de réadaptation, beaucoup. D'ailleurs, la grande majorité, ça va être de la réadaptation suite à des blessures. Exactement, et surtout l'évaluation de la blessure. La raison pourquoi le gouvernement permettait aux physiothérapeutes dès le début de la crise de rester ouverts, c'était pour éviter qu'un engouement dans les services d'urgence. Exemple, vous avez une blessure. Pour désengorger un peu, ouais. Oui, désengorgé, vous soupçonnez peut-être une fracture, une entorse, c'est pas clair. Vous allez voir le physiothérapeute en clinique. Vous êtes moins à risque dans l'hôpital de contacter le coronavirus.
Donc, ils trouvaient que c'était plus sécuritaire pour les patients. Et en même temps, ben, ça permettait un peu d'éviter aux médecins une surcharge de travail. Donc, pour ces raisons, il y avait le droit. Ouais. D'ailleurs, il me vient une question que je me pose là actuellement. Les physios, pour le coup, ils ont le droit au diagnostic de type entorse, fracture. Oui. Ils peuvent poser un diagnostic. L'ostéo ne peut pas, que ce soit ici en France. À vrai dire, la fracture, on ne peut jamais faire un diagnostic de fracture avec une évaluation palpatoire, que ce soit même un physio. Il faut toujours une radiographie, puis c'est un radiologiste qui va faire le diagnostic. Donc, ils ont droit d'avoir un diagnostic d'entorse, ça, ils peuvent le faire. Ils peuvent soupçonner une fracture avec les règles d'Ottawa, puis demander au médecin si c'est possible de faire une radiographie. Je sais que la physiothérapie, même, ça se pourrait que ça a été voté, je me rappelle plus, mais je pense qu'ils vont peut-être avoir le droit même de faire des prescriptions pour des radiographies, puis il y aurait même le droit de faire des échographies de certains types sur place. Fait que c'est une formation spécifique pour des physiothérapeutes pour faire un droit d'échographie. Mais encore là, le diagnostic va devoir être fait quand même par un spécialiste en échographie par après, mettons, pour voir une déchirure ligamentaire ou musculaire. Donc les physios, pour le coup, au début, ce qui était communiqué, c'était qu'ils pouvaient continuer à travailler pour effectivement prendre en charge ce genre d'évaluation et de réadaptation derrière pour désengorger donc les hôpitaux, éviter tout ce qu'on a dit, que les gens ils prennent un risque de contracter le coronavirus pour seulement une entorse. Donc au début, ça a été un petit peu ça, quoi. Ça a été mais les physios peuvent continuer à travailler en présentiel. En présentiel, mais c'est vraiment staff minimal. Et il y avait aussi des critères d'exclusion pour les risques de coronavirus. Fait que tout le monde qui écoute vit en ce moment. Donc, fallait pas qu'il y ait des signes de fièvre, de toux. Fallait pas que la personne revienne de voyage en dedans de 2 semaines. Faut pas qu'elle soit en contact avec quelqu'un qui avait le coronavirus diagnostiqué depuis moins de 2 semaines. Fallait pas être en attente d'un résultat de test. Donc, il y avait plusieurs critères d'élimination pour protéger patients et employés. Et il y avait le droit de voir, oui, ces services-là. Mais c'était quand même assez limité. Ouais, et ça, c'était dans les premières semaines, parce que après, c'était plus du tout le cas. Après, à vrai dire, c'est resté pour les critères d'urgence. Depuis le début, il y avait quand même le droit de continuer de le faire. Moi, à la clinique, on a décidé de fermer. Donc, j'aurais pu garder un physiothérapeute qui voit des patients en urgence. La raison pourquoi je l'ai pas fait, mon premier critère, c'est de protéger mes employés. La raison était la suivante. On n'avait pas de protocole de protection clair établi par le gouvernement au début, point de vue CCT. Pour tous ceux qui ont suivi, même à la télévision, on avait le docteur Aruba, j'ai toujours la misère à dire son nom, qui nous disait que le masque était facultatif tant qu'on gardait 2 mètres. Nous, étant moins de 2 mètres, ça faisait quasiment du sens d'avoir un masque pour les 2 parties. Mais au début, on parlait pas de visière de protection, ce qui est demandé aujourd'hui d'avoir une visière avec un plexiglas pour protéger, faut avoir des sarraux. Les protocoles étaient un petit peu moins clairs, donc par sécurité, je me suis dit, j'aime mieux fermer au début, ne pas tenter la chance, protéger tout le monde, et on verra en dedans d'une semaine ce que le gouvernement va faire. Ça a été ma décision. D'autres cliniques sont restées ouvertes. Donc, nous, par exemple, on référait nos patients dans une clinique qui est à côté, qui, eux, offraient quand même un service d'urgence sur place. Après ça, ce qui est arrivé chez Kinetec, c'est que, on s'est vite rendu compte que la crise allait être beaucoup plus longue qu'on pensait. Il n'y a pas de vaccin qui s'en vient en cours. On savait que le présentiel des traitements sur place allait être limité. On a donc décidé de pousser pour développer un système qu'on voulait déjà mettre de l'avant chez Kinetec, qui était le service de téléréadaptation, c'est-à-dire consultation par vidéoconférence. Et on a finalement monté ce service. Ça peut sembler très simple pour tout le monde qui écoute, dans le sens que vous dites c'est facile, on s'appelle sur Facebook et on fait un appel vidéo et c'est réglé. Mais à vrai dire, pour être réglementaire, puis pour les compagnies d'assurance, il faut avoir certains protocoles, dans le sens des formulaires spécifiques pour la sécurité du patient. Exemple, on a un formulaire d'urgence pour la téléadaptation. Le patient, on doit toujours savoir il est où physiquement, avoir une personne ressource. Exemple, vous êtes en train de faire la téléadaptation, des exercices, la personne fait un ACV devant vous, tombe au sol. Ça peut sembler évident. Vous dites, oui, j'appelle le 911, mais cette journée-là, il se connecte sur son téléphone, puis il est au chalet, il est ailleurs, il est pas au même endroit, vous connaissez plus sa position, vous savez pas envoyer le service d'urgence, vous n'avez pas de personne de contact. Donc, il fallait bâtir un système, il fallait que ça soit approuvé. Il y a aussi des problèmes au niveau de la sécurité, au niveau de la vidéo, quel logiciel prendre, comment ça allait fonctionner, quels critères.
définir les taux salariales, combien qu'on allait charger, faire une présentation marketing publicitaire, les protocoles de réception, de téléphonie, de courriel. Donc, juste monter le projet, on a eu pour un bon 2 semaines de travail à temps plein un peu tout le monde, des meetings pour venir à bout d'avoir le service de téléadaptation qu'on offre aujourd'hui. Ouais, et j'imagine qu'une fois mis en place, tu as dû encore te rendre compte qu'il y avait des imprévus, qu'il fallait remodifier, qu'il fallait revenir dessus, toujours laisser erreur. Pour donner un exemple, on n'avait personne physiquement à la clinique pour faire la téléréadaptation, mais il faut quand même une secrétaire pour prendre les rendez-vous, les appels, mais on voulait pas qu'elle aille à la clinique. Le problème étant pas la clinique physiquement, le problème c'était les transports en commun. Exemple, on avait une secrétaire qui voulait pas trop se déplacer, prendre l'autobus, le métro, mais vous êtes d'accord que le coronavirus, c'est pas tant d'être entouré de personnes. Donc, on a réussi à faire un système où est-ce que le téléphone de la clinique était déplacé par un logiciel sur le téléphone de la personne à la maison. Mais après ça, on avait un autre problème. Les paiements des rendez-vous, il fallait que les patients puissent payer pour les séances. Mais là, il fallait avoir la machine Interact à la maison. Mais là, on s'est rendu compte que la machine Interact doit être branchée dans une ligne réseau. La première secrétaire, ça fonctionnait pas parce que vous savez, dans les condos, des fois, l'Internet est partagé sur un réseau sans fil. Mais elle avait pas le modem avec le fil pour le brancher dans son appartement. Donc, finalement, on a dû changer de réceptionniste, le faire faire par quelqu'un d'autre. Elle a pris la machine Interact chez elle. Après ça, il fallait donner une connexion. Nous, on utilise Clinic Master comme système de logiciel d'exploitation. Il fallait qu'elle ait un accès à distance, arranger ça sur son ordinateur, des problèmes de mise à jour, des problèmes de version. C'est niaiseux, mais ça a pris au moins 2-3 jours de faire fonctionner. Ouais, j'imagine le bordel que c'est. Oui, puis après ça, on a réussi à faire la téléadaptation. Après ça, les patients, des fois, ils ont des petits problèmes de connexion. Après ça, ils n'arrivent pas à se connecter. Il y a toujours un petit quelque chose qui rend la vie compliquée pour tous. C'est ça, ouais. Puis comme on disait tout à l'heure, j'imagine que les retards prennent pour le coup des proportions qui sont beaucoup plus grandes qu'en présentiel, parce que quelqu'un qui a un retard, qui a un problème de connexion, ça met beaucoup plus de temps à se résoudre, et puis les minutes sont plus vite bouffées, quoi. Exactement. Pour la téléréalisation, au début, on s'était mis toujours un 15 minutes entre les patients pour être sûr. Après ça, on s'est rendu compte que ça allait quand même assez bien. On leur demande de se connecter quand même un 10-15 minutes d'avance. On a ce qu'on appelle une salle d'attente. Pour ceux qui connaissent Zoom, il y a toujours le moyen de créer une salle d'attente. Donc, tout le monde peut se connecter dans la salle d'attente, mais c'est au thérapeute d'accepter une personne à la fois dans la conférence vidéo. Donc, elle peut déjà voir s'est connectée. Ça voit que dans les 10 minutes avant, 5 minutes avant, elle est toujours pas connectée. Elle demande à la secrétaire de faire un petit appel, s'assurer que la connexion fonctionne pendant qu'elle termine avec son patient d'avant. Ouais, une vraie organisation pour le coup. Et par curiosité, donc, ce qui était l'idée d'origine de base, c'était de désengorger donc les hôpitaux et de permettre de continuer la réadaptation pour certaines personnes, en fait. En tout cas, de leur donner le choix de pouvoir continuer par une façon différente, à savoir par Internet. Est-ce que les physios, pour le coup, ils avaient toujours cette capacité d'évaluer une blessure, parce que à travers un ordinateur, à travers un écran, ça me paraît très difficile, non? À vrai dire, pour tout ce qui est de blessures, mettons un traumatisme récent, le présentiel sur place a toujours été autorisé depuis le début du coronavirus. Donc, en théorie, le patient devait être vu sur place et non en téléréadaptation. Mais il était vu dans une autre clinique, dans une clinique exactement, voisine, non référé. Et ensuite, il pouvait faire ça. Exactement. Les gens se disent peut-être aujourd'hui, vous faites rouvrir les cliniques, parfait. Pour les patients qui pensent qu'ils vont pouvoir revenir, c'est pas exactement le cas. Vous allez peut-être avoir un rendez-vous pour une évaluation suite à un traumatisme, une chirurgie, une blessure, ou peut-être ça fait trop longtemps que vous avez été évalué, vous avez besoin d'une évaluation palpatoire physique. Mais même si c'est le cas, suite à votre première évaluation, disons en clinique, le deuxième rendez-vous risque d'être en téléréadaptation, car le but est toujours de limiter le facteur de risque. Et en physiothérapie, juste par vidéoconférence, il arrive quand même à très bien par des mouvements, des évaluations à distance, à évaluer une progression des exercices, puis vous reguider finalement. Donc, pour pouvoir voir quelqu'un, il faut quand même justifier que c'était pas possible de le voir en téléréadaptation. C'est un peu la zone grise qui fait que de dire est-ce que j'aurais pu le voir en téléréadaptation? Et si c'est le cas, j'aurais dû le voir en téléréadaptation. On veut toujours minimiser le facteur de risque. Chaque patient qui se présente à la clinique, il doit se déplacer, il va rencontrer un thérapeute. Le risque de contamination est limité, mais quand même, il y en a toujours un, puis il faut être prudent. Ouais, il y a beaucoup de cas par cas.
Est-ce qu'il y a d'autres services que tu as essayé de maintenir, en tout cas de proposer pendant cette période de confinement, mis à part la téléréadaptation des physios? Il y a un autre service qui a le droit de traiter en ce moment, c'est les acupuncteurs. Les acupuncteurs, au niveau de leur ordre, ont eu le droit, comme service essentiel, de traiter pour des cas urgents. Mais qu'est-ce que... Alors bon, ça c'est un très grand débat dans chez les ostéos, chez les thérapeutes. Qu'est-ce qu'on pourrait appeler urgent pour le coup? Tu parles des acupuncteurs ou des ostéopathes tout de suite? Non, on va garder peut-être les ostéopathes pour plus tard parce que c'est compliqué. Qu'est-ce qui est des acupuncteurs? Eux, sont quand même sous la tutelle des médecins via leur ordre. Donc, ils ont quand même eu le droit de traiter, mais c'était pour des cas aigus d'urgence et non pour des diagnostics. Parce qu'en acupuncture, ils n'ont pas le droit de faire des diagnostics, à ce que je sache, mais sous toute réserve, je pourrais me tromper. Je vais avouer que je connais moins le dossier des acupuncteurs, je l'ai moins suivi. Mais ils ont le droit de voir plutôt leurs patients que ça fait un certain nombre de temps qu'ils n'ont pas vu, qui ont des douleurs aiguës et qui ont besoin de traitement parce que ça nuit à leurs tâches, exemple de travail, de sommeil. Dans le fond, les critères, c'est lorsque ça nuit au sommeil, aux conditions de vie normales, au travail, ils peuvent consulter pour avoir un certain soulagement. OK. C'est les normes actuelles. Mais il faut avouer que, tu sais, en acupuncture, on est peut-être moins collé au corps. On met l'aiguille, la personne a un masque, on sort de la pièce, on reste pas à côté. Contrairement en ostéopathie, en massothérapie, on est plus en contact rapproché direct avec le patient. Et donc, bon, là, on est à l'heure où on parle actuellement, bon, il est midi, l'heure, on s'en fout un peu, mais on est le 14 mai. Oui. Donc, la fin du confinement a été annoncée. Les cliniques Kinatex donc va réouvrir, enfin a pu réouvrir. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a toujours de la téléréadaptation qui se fait ou alors est-ce que ça y est, les physios peuvent entièrement prendre en charge? Bon, j'ai plus ou moins une idée, mais c'est pour en discuter. Hein. On a fait déjà un appel. Nous sommes ouverts depuis mardi, donc on est en ce moment à notre 3e journée d'ouverture. Le mardi, on a rouvert le service de physiothérapie. La physiothérapie en présentiel est maintenant offerte à Kinetec Jarry. Ce qu'on faisait pas avant, on faisait juste la téléadaptation. Les cas qu'on a maintenant le droit de voir, faut avouer que les normes de début d'urgence ont été élargies. Maintenant, les physiothérapeutes ont le droit de voir en présentiel, mais je rappelle que c'est toujours si ce ne serait pas possible de le faire en téléadaptation. Donc, on maximise la téléadaptation, mais dans le cas où c'est impossible, voici les cas qu'on peut accepter en présentiel en physiothérapie. Ils peuvent voir des patients pour des symptômes neurologiques du neuro, donc exemple des picotements dans les doigts, des pertes de force. Vous avez un syndrome de la queue de cheval. Mettons, vous essuyez les fesses à la salle de bain, vous sentez plus rien. Tout ce qui est simple, ça. De toute façon, le physio vous renverra à l'urgence face d'un cas urgent, là, mais tout ce qui est symptômes neurologiques par rapport au système nerveux a droit d'être évalué et vu sur place. Enfin, pour le premier traitement, après, c'est au thérapeute, selon son expérience clinique, de juger du besoin de le revoir sur place ou en téléconférence. Une autre chose qu'on a droit d'évaluer, c'est les traumatismes récents. Par exemple, la personne est tombée, elle a une blessure, elle pense qu'elle doit l'évaluer sur place, mais le physiothérapeute va justifier, bon, est-ce que pour ce genre de blessure, de mécanisme de blessure, je pourrais l'évaluer en téléréadaptation? S'il y a un doute, il va l'évaluer en présentiel, donc sur place. Ce qui est signe de commotion cérébrale, on a le droit de faire une évaluation sur place, si possible. On a aussi voir tout patient qui est à risque de dégénérescence suite à une évaluation qui date ou un traitement qui date de trop longtemps. Exemple, tout le monde a été fermé pendant 2 mois. Ça fait 2 mois qu'un patient qui n'a pas été suivi, son état se détériore. Il a droit, selon les règles actuelles, d'être vu en présentiel à la clinique. Tout ce qui est à risque de complications, tout ce qui est post-chirurgical aussi. Vous venez d'être opéré pour un ménisque, pour un ligament croisé. Le thérapeute a le droit de vous voir sur place, faire une évaluation, et après ça, il va vous guider selon les circonstances. Donc, c'est quand même un peu plus élargi, mais il y a toujours une grande zone grise de dire est-ce que c'est un besoin urgent, essentiel, ou est-ce qu'il pourrait être vu en téléréadaptation. Puis, c'est pas facile à dire. Hein. Il y a des cas qu'on pourrait commencer en téléréadaptation, puis on se dit ah merde, j'ai vraiment besoin de le voir sur place. Ben peut-être qu'ils vont le booker la semaine d'après sur place, ou peut-être qu'ils vont commencer en téléréadaptation. Puis c'est déjà arrivé à des physios qui me l'ont dit. Ils ont commencé en téléréadaptation, après en présentiel sur place, puis après la séance, on dit ah finalement ce patient-là j'aurais pu le voir en téléréadaptation, puis ça aurait bien été aussi. Donc, c'est un peu du jugement clinique.
Ouais, c'est du jugement, c'est très aléatoire, c'est hyper compliqué. L'urgence, comment définir une urgence? Je sais pas si c'est possible d'être défini hyper strict parce que tu as l'urgence. Alors après, c'est en fonction de qui c'est qui parle, parce que tu as l'urgence médicale, mais tu as l'urgence ostéopathique, tu as l'urgence physiothérapeutique. Exactement. Aussi. Je crois que l'urgence ostéopathique, c'est quand même le prochain point qui est les ostéopathes. Et est-ce que les ostéopathes peuvent ou ne peuvent travailler aujourd'hui? Vous voyez, nous, on a un meeting, on a eu 2 meetings la semaine passée, un lundi, on va en avoir un autre vendredi. Lundi, on s'est posé la question, est-ce qu'on rouvrait le service d'ostéopathie dans les cliniques Kinatex ou pas? En ce moment, il y a plusieurs ostéopathes au Québec qui commencent à travailler dans les cliniques. Il y en a qui travaillent, il y en a qui travaillent pas, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Le problème dans tout ça, c'est que ce n'est pas une décision qui devrait être prise par un individu ou même une association. C'est une information qui doit venir du gouvernement. En pandémie, les services qui sont réouverts, exemple la construction, les physiothérapeutes, dentistes, mais tout ça, c'est des grilles qui sont données par le gouvernement pour dire, bon, on évalue les risques, on considère que vous êtes un service essentiel, vous avez donc le droit d'ouvrir. Le problème qu'on a actuel... En fait, c'est eux qui définissent ce que c'est que essentiel, finalement. Oui, et puis le problème, c'est qu'en ce moment, personnellement, moi, je pourrais définir que l'ostéopathie est essentielle à mon patient. Exemple, j'ai un patient que je le vois pas depuis un mois, son état se détériore, il a beaucoup de douleurs, il souffre d'un gros mal de dos, il a de la misère à dormir. Pour moi, c'est essentiel de le voir pour aider sa condition, puis pour lui aussi dans sa tête. Ça, c'est ce que pensent beaucoup d'ostéopathes en ce moment, puis c'est une façon de reconnaître aussi l'importance de notre profession, puis ça joue beaucoup sur notre reconnaissance individuelle et de groupe. Le problème, c'est qu'en ce moment, on n'est pas dans un débat où est-ce qu'on doit voter l'essentiel de l'ostéopathie. On n'est pas devant un comité, on n'est pas en train de... C'est pas des décisions par rapport à un ordre qui nous dicte, c'est très personnel à chacun. Et le problème, c'est que le Québec, en tout cas ici au Québec, on n'a pas d'ordre des ostéopathes, on n'est pas légiféré, on a des associations. On a Rhythma, on a Ostéopathie Québec, qui sont des grosses associations les plus reconnues, qui regroupent beaucoup d'ostéopathes. Et le dernier discours qu'on a eu d'Ostéopathie Québec, qui datait de la semaine passée, c'est que l'ostéopathie serait, selon eux, un service essentiel par rapport à un courriel d'échange qu'il y aurait eu avec un haut placé au gouvernement qui dirait que oui, on rentrerait dans les services essentiels. Ce qui fait que plein d'ostéopathes se sont dit oui, nous pouvons commencer à travailler. Le problème, c'est que nous, on a demandé à la personne directrice d'Ostéopathie Québec de nous fournir soit une copie du courriel comme preuve, ce qu'on n'a pas eu, ou de justement avoir peut-être un divulgué un peu plus clair de l'information. Parce que le problème d'un point de vue légal, si demain matin, moi je traite quelqu'un, le voisin d'en face qui est chiro, qui peu importe ce qui est physio, me voit et appelle et dit « Oui, c'est pour faire une plainte, il est en train de traiter, c'est illégal, il n'est pas un service essentiel. » Je n'ai aucun document pour me défendre légalement. Le gouvernement n'a jamais dit que les ostéopathes pouvaient recommencer à travailler, qu'ils faisaient partie d'une certaine catégorie. Donc, légalement, on n'a pas de recours. Puis en plus, c'est que Rhythma, en même temps, de l'autre côté, eux disent qu'il faut pas travailler, qu'il faut pas ouvrir. C'est les derniers messages qu'on avait fait de l'autre association. Donc, on a Ostéopathie Québec qui est un petit peu nébuleuse, qui peut-être on rentre dans le service essentiel. Il y a un certain document aussi qui est sorti, un peu comme un document des protocoles cliniques par rapport aux chiro, ostéopathes, dentistes, qui donnent des protocoles, mettons, de masques, de nettoyage de produits, puis qui nous incluent avec les autres services. Mais le problème, c'est que les autres services n'ont pas eu le OK encore du gouvernement avec une date précise pour dire qu'ils peuvent retourner comme un service essentiel. Donc, tout ça est une petite zone grise. C'est un petit peu un jeu dangereux. Nous, Kinatex, bon, en date d'aujourd'hui, le discours est encore non, on n'ouvrira pas tant qu'on n'a pas un message clair gouvernemental ou qu'on n'a pas un message clair de toutes les associations qui vont nous pousser dans la même direction, puis qu'eux doivent quand même se baser sur quelque chose de bien défini. C'est pas parce qu'on est 10, 100 ou 1000 ostéopathes réunis ensemble qu'on peut nous-mêmes décider ce qu'est un service essentiel. Faut pas oublier que même les physios que j'ai en ce moment, dans toutes les cliniques, sont beaucoup dans le radar du gouvernement, puis qu'au moindre faux pas des physiothérapeutes, l'ordre des médecins va nous fermer la porte, puis il y aura aucun physio qui va travailler. Ils sont très réglementés, on est très sous la loupe, et il faut pas oublier que l'ostéopathie au Québec, il y a pas longtemps, a eu certaines poursuites par rapport au Collège d'études ostéopathiques de Montréal, par rapport à des étudiants qui auraient dit des mots qui ressemblaient à un diagnostic médical. On est déjà sous la loupe des médecins
Et les médecins nous ont clairement dit il y a quelques mois que les ostéopathes n'étaient pas un service de première ligne, donc on n'a pas le mandat de faire du diagnostic, on n'a pas le droit d'évaluer si c'est une entorse, une fracture. Donc, qu'est-ce qui est du rôle de protection de première ligne, on n'est pas là. Et tout symptôme aigu de douleur non diagnostiqué par un médecin devrait toujours être évalué médicalement avant d'être vu par un ostéopathe. Ça, c'est les lignes directrices qu'on a de l'ordre des médecins au Québec. Donc, en théorie, on rentre pas dans les lignes des services essentiels définis par les médecins. Donc, et ça, c'est extrêmement politique. Oui. C'est très gouvernemental, c'est procédurier, c'est tous ces termes un petit peu grossiers qui planent au-dessus comme ça. Mais si on prend quelque chose à l'échelle humaine beaucoup plus simple, par exemple, alors moi je suis conscient, je suis dans ce cas-là puisque je suis actuellement en arrêt aussi. J'essaie de voir ce qui se passe un petit peu de chaque côté, qu'est-ce qui se dit, les réflexions et ce que tu partages ici, j'ai les mêmes, tu vois. Mais qu'est-ce que tu dirais à l'échelle humaine de quelqu'un qui a mal au dos, qui est bloqué au niveau du dos, par exemple Alors oui, il y a une question de sécurité, oui, il y a une question de... légale aussi. De se protéger, mais... Ben, à vrai dire, bon... Mais bon. C'est comme... j'ai donné un exemple. Mettons, dans les restaurants, en ce moment, ils peuvent juste légalement pas ouvrir pour offrir un service de restaurateur. Vous êtes d'accord? Bon, ben... La question, c'est pourquoi moi, je peux décider de me donner le droit parce que je crois que je suis un service essentiel, donc je rentre dans la catégorie des physios, des médecins, de tous ceux qui peuvent travailler en ce moment. C'est ça le danger en temps de crise, de pandémie. On n'est pas en train de débattre des droits des ostéopathes face, comme j'ai dit, à une association en ordre. On est dans un système de crise où est-ce que même l'armée est en train de venir en aide. Est-ce que c'est le temps de faire le débat politique du rôle essentiel thérapeutique ostéopathique? Je crois pas que c'est le temps en ce moment, sachant que tout le monde pourrait commencer à débattre du service essentiel, dans le sens, est-ce que ouvrir un restaurant est essentiel? Non, parce qu'il y a des épiceries, mais oui, pour le propriétaire qui va perdre son emploi. Ouais. Ah. Petite coupure. Je t'ai perdu. Est-ce que ça va revenir? On l'espère. Est-ce que je vais être obligé de meubler? Est-ce que tu m'entends? Oui, c'est bon, c'est revenu. C'est revenu. Je m'attendais à ce que tu commences à chanter une chanson ou à faire un débat philosophique. Non, malheureusement, ça sera sûrement viré au montage. De toute façon, même si je chantais. Ouais, donc je sais pas où c'est que ça a coupé de ton côté. T'étais en train d'expliquer que c'était pas le moment en fait de savoir où c'est que se positionner l'ostéopathie. C'est le problème, il est pas dans nos problèmes, il est dans le problème de plus généraliste en fait. Il faut pas se tromper de combat, si je comprends bien. C'est là où tu voulais en venir. Ouais, exactement. Puis on est dans le même problème que tout le monde, hein, qui est dans le sens on pense que notre patient, bon, ben, c'est un service essentiel et devrait être vu. Ben, si en théorie, les physios ont le droit de travailler en ce moment pour certains types de cas qui sont jugés comme essentiels, ben, moi, je vais simplement référer mon patient en aigu en disant, moi, légalement, j'ai pas le droit, j'ai pas le clé du gouvernement. Et merde, ça a recoupé. Ben... Décidément. Bon, j'espère que ça va revenir aussi. Est-ce que je chanterai pas cette fois-ci? Ah, ça y est. Je suis là. Parfait. Moi, je vois mes petites lignes qui enregistrent. Parfait. Écoute, je suis assis sur le routeur en ce moment. Le Wi-Fi est connecté. Ok, non mais c'est bizarre, ouais, des fois, parce que je t'entends extrêmement bien, il n'y a pas de problème de connexion, et puis tout d'un coup, poc, ça coupe pendant 20 secondes, et puis il n'y a plus rien, et puis ça revient, c'est bizarre. Très étrange. Peut-être que le virus commence à se répandre dans le système informatique, on ne sait pas. Le COVID a plusieurs formes. Ouais, il veut s'attaquer aux téléréadaptations. Peut-être. Bon, ouais, donc ouais, il faut pas se tromper de combat du coup. Et toi, ce que tu disais, c'est ça, c'est que tu renvoies à la limite vers un physio, quoi.
Oui, puis il faut pas oublier que, comme j'ai dit, les physios sont pas supposés voir sur place tous leurs patients, là. Les physios sont supposés faire une petite évaluation, guider un petit peu de manipulation, de thérapie manuelle, peut-être s'il le faut, mais en théorie, ça va finir en téléréadaptation dès le deuxième rendez-vous. Ben, combien d'ostéopathes vont renvoyer leurs patients avec un deuxième rendez-vous en téléréadaptation? Très peu. Notre service est très palpatoire, hands-on, les mains sur le patient. Donc, je me vois très mal faire mes suivis en téléréadaptation. Tu sais, j'ai un background peut-être un peu plus sportif, mécanique, exercice à cause de mon entraînement privé, là, que je suis entraîneur, mais quand même, je pense pas qu'on est les mieux outillés pour le domaine de la téléréadaptation en ce moment. Pas tous, en tout cas. Non, c'est sûr. Et justement, quelle est ta vision, toi, de l'avenir, on va dire moyen-long terme? Qu'est-ce que tu penses que ça va changer, tout ça, dans le monde des cliniques, de l'aspect patient-praticien, toute cette téléréadaptation, on parle les téléconsultations médicales, etc. Est-ce que tu penses, par rapport, toi, ton vécu personnel, ton expérience personnelle, est-ce que tu penses que ça va accélérer la digitalisation de la médecine, de la réadaptation et toutes ces thérapies? Ben tu sais, il faut toujours se poser la question, est-ce qu'il y a un manque à gagner on peut accélérer, mais des fois, il faut une évaluation palpatoire, physique. La pression, c'est pas le médecin qui va la prendre en téléréadaptation. Ton pouls, s'il y a un grain de beauté qui est une forme un peu atypique, la caméra, est-ce qu'elle va le voir à distance? Je crois pas. Dans beaucoup de pratiques, il n'y a rien qui vaut d'être sur place. Donc, pour moi, il y a toujours un risque à voir le patient en téléréadaptation de manquer quelque chose. Mais je suis d'accord que ça peut, dans certains cas, désembourber. Un petit suivi annuel avec le médecin. Il fait un petit 5 minutes en réadaptation. Ça va vite à distance. S'il voit qu'il y a un petit quelque chose, il book un rendez-vous en présence peut-être dans la semaine. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de cas qu'on pourrait éliminer comme ça juste en vidéoconférence. Je suis d'accord. En physiothérapie, peut-être un peu plus. Souvent, ils font des suivis de programmes d'entraînement. Exemple, ils vous donnent un certain programme d'exercice. Vous les faites. Ça va mieux dans votre état, ben parfait, on fait un petit suivi, on modifie 2-3 exercices, on continue, puis ils font une progression comme ça. En ostéopathie, si je peux pas toucher mon patient, ben je suis pas un ostéopathe selon moi. Donc, ouais, c'est intéressant, c'est vrai que on serait des conseillers, quoi. Enfin, à ce moment-là, moi, si je fais de la téléconsultation de quelqu'un, pour le coup, c'est plus pour discuter, pour peut-être à la limite devenir un conseiller sur certaines choses, sur des exercices. Et encore, alors là, si je parle uniquement en termes de compétences, sans discuter de tout ce qui est droit, législation, etc. Les seules choses que je pense que je pourrais être capable donc de donner des indications sur des exercices, de discuter, de peut-être comme tu dis, de donner un programme d'étirement, je sais pas, ou alors d'organisation, etc. pour que la personne aille mieux. Mais c'est vrai que la base de notre métier qui est l'ostéopathie, pour le coup, elle est quand même dans le fait de poser ses mains, de tester des structures, de libérer. Bon, ouais. Ça rentrait dans des termes techniques, mais on est quand même obligé d'avoir une présence pour toucher, voir, même avec la meilleure caméra du monde, on ne pourra pas avoir cet accès de toucher. Non, je suis très d'accord. Il ne faut pas oublier que aussi la main de thérapeute en dit beaucoup, puis c'est même le fait de voir son patient bouger à un certain nombre de degrés en se penchant par en avant, il dit « Ouch, j'ai mal ». Bon, ben parfait. Si c'est tel degré, on note à peu près l'angle selon la caméra. On donne quelques exercices d'étirement par rapport à l'angle qui fait mal. On réévalue la semaine d'après en réadaptation, ça va un peu mieux. Mais est-ce que c'est de l'ostéopathie pour moi? Est-ce que la compagnie d'assurance va reconnaître ça? Peut-être pas non plus. C'est des bons questionnements aussi à se poser. Mais en même temps, je crois qu'on est dans une zone grise de débat sur est-ce qu'on peut recommencer en tant qu'un service essentiel. Je crois qu'on n'a pas eu la réponse claire. Je crois qu'elle s'en vient. Il y a toujours le plan B de si on n'a pas la réponse. Parce qu'il ne faut pas oublier que les ostéopathes au Québec, on est toujours comme dans une petite zone cachée où est-ce qu'on n'a pas d'ordre. Le gouvernement ne dit rien, nous tolère, les médecins aussi, parce qu'on n'a pas l'air trop dangereux, on est tout doux, on met les petites mains. Il n'y a pas de cas, beaucoup de blessures avec les ostéopathes ou des cas qui ont mal été, donc ils nous laissent faire un petit peu. Mais je sais pas. Ouais, non, mais c'est vrai qu'actuellement, on est dans la capacité de donner une réponse. L'avenir nous le dira. Je sais pas à quel moment les auditeurs tomberont sur cet épisode, écouteront ce podcast. Ça se trouve, toute cette histoire sera terminée
Enfin, en tout cas, toute la période de confinement, etc. Enfin, tout sera redevenu à la normale, entre guillemets, même si les gouvernements s'efforcent de dire que rien ne reviendra à la normale. Mais bon, peu importe. Faut pas oublier que c'est d'un certain point, chez Kinetax, il me trouve un peu drôle, parce que j'arrête pas de dire ça, mais quand les coiffeurs auront le droit de couper les cheveux de leurs clients, je ne vois pas pourquoi un ostéopathe n'aurait pas le droit de toucher la tête d'un patient. Je sais qu'on sera peut-être... Exactement, on sera peut-être pas verbalement cité ou écrit dans un document gouvernemental, parce que puisqu'ils nous reconnaissent pas comme profession encore aujourd'hui, est-ce qu'ils vont vraiment faire l'effort de nommer une profession non reconnue comme un service essentiel? C'est comme de dire que finalement, du jour au lendemain, oui, vous n'avez pas d'ordre, on vous reconnaît pas vraiment, mais là, tout d'un coup, il y a une pandémie. Eh oui, vous êtes un service essentiel. Le gouvernement croit que l'ostéopathie, c'est essentiel à la population. Mais tout le monde va dire, mais pourquoi vous n'avez pas voulu leur donner une ordre? Pourquoi vous n'avez pas encadré? Ils sont si essentiels que ça. Est-ce qu'ils vont oser faire ça, le gouvernement? Moi, je ne crois pas. Mais je crois que le jour où est-ce que la porte va s'ouvrir un peu plus largement pour tout le monde, d'avoir un contact un peu plus rapproché, mais c'est sûr qu'on va avoir le droit. Puis ça va être, selon moi, sur les mêmes protocoles. En tout cas, Kinetics, nous, ce qu'on va faire, c'est sûr qu'on va suivre les protocoles de l'OPPQ qui sont très bien définis, très stricts en point de vue de contamination, puis les normes de la CCST pour nos employés ostéopathes. Mais je dois avouer qu'on est plus soit sur l'attente d'une lettre claire du gouvernement, un document de légaux sur le site Internet, ou la réouverture des services un peu plus larges et qu'on rentre les ostéopathes par la même porte. Faut pas oublier qu'il y a aussi les massothérapeutes qui sont laissés de côté. Hein. Combien de massothérapeutes ne peuvent pas travailler en ce moment? Ben, ils sont directement les mains sur le corps de la personne, ils vont près du cou, du visage, ben, ils sont dans la même catégorie que les ostéopathes aussi. On a beaucoup parlé aussi dans les médias, je sais pas si toi tu as écouté beaucoup ce qui se disait, du fait d'être que plus tu étais en bonne santé, on va dire, plus tu étais capable de résister au coronavirus, ou même plus simplement quand tu avais des maladies, quand tu avais du diabète, quand tu avais je vais pas nécessairement citer une maladie, mais en tout cas, quand t'es pas considéré comme en bonne santé, tu manges pas très bien, tu fais pas trop de sport, etc. Ouais. On va faire les grosses lignes. C'était donc préjudiciable pour toi, pour ta santé, concernant le fait d'attraper le coronavirus, le fait de développer des symptômes. Peut-être que les symptômes seraient plus graves. Et c'est vrai qu'à un moment, il y avait cette idée qui planait que les gens se rendent compte finalement que la santé c'est important, que le fait de bien manger, de faire une activité, d'être bien physiquement, c'était quand même un avantage par rapport à ce genre de situation, qu'il était important de faire attention à tout ça parce que voilà, ça permettait d'éviter de développer des symptômes, d'attraper le virus et peut-être de surréagir. Donc il y avait vraiment cette idée, enfin j'ai l'impression que les gens se rendaient compte de l'importance de bien manger, de faire du sport, pour vraiment prendre l'idée d'une manière générale. Bon, on a vu en France que les McDo, les McDonald's, quoi, en France, ils ont réouvert uniquement pour le emporter et que tout le monde s'est rué dessus. Et là, on s'est dit, en fait, on pensait que les gens, ils avaient eu une prise de conscience sur le mal bouffé, sur toutes ces conneries. Et puis finalement, ça réouvre et tout le monde se jette dessus. Donc, ça changera jamais, quoi, tu vois. Est-ce que, toi, c'est quoi ton avis personnel sur le futur? Est-ce que tu penses que toute cette période fait prendre conscience de l'importance de s'occuper de soi? Alors, on peut prendre tout là-dedans, le fait de bien manger, de faire du sport, d'aller consulter des thérapeutes, de peut-être faire des bilans de prévention, de faire des étirements, etc., etc. Est-ce que tu crois que ça va avoir un réel impact sur la population, sur les gens, pas nécessairement du milieu professionnel de la santé, ou finalement, une fois que ça va revenir, ça n'aura pas réellement changé l'état d'esprit en fait, de la population? Question longue, très très longue et compliquée. Et je t'ai perdu. Ce qui est fort dommage. Tu n'es pas là, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Oui, c'est bon, ça y est. Bon, parfait, je suis là. Bon, et je disais de si belles choses, je sais pas, ça va être aussi poétique la deuxième fois. Nous allons réessayer. Je suis là ou je suis pas là? Ah oui, là c'est bon, là tu es là, là tu es là, ouais.
Bon, je sais que j'ai créé des attentes. Comme je disais, je suis un petit peu pessimiste de tout mon entourage, personne que j'entends parler. Les gens sont à la maison. La seule activité qu'ils font, c'est marcher un petit peu dans la rue, ce qui n'est pas le plus grand exercice. Puis il faut pas oublier que quand on s'ennuie, qu'est-ce qu'on fait? On mange nos émotions, hein. Fait que les gens mangent un peu n'importe quoi des fois à la maison. Il y en a certains qui font plus attention, mais c'est déjà ceux qui aimaient faire attention par le passé. Puis je crois pas que les gens ont été touchés d'un point de vue émotionnel de santé. C'est-à-dire, les gens en ce moment, la crise qu'elle a fait le plus, c'est ils s'ennuient de voir des gens, ils ont besoin d'échanger avec des humains, se parler, partager des bons repas, des activités. Fait que je pense que c'est le rapport humain qui a été le plus brimé qui va reprendre le dessus. Quand on va réouvrir, les gens, la première chose qu'ils vont faire, c'est faire des parties, s'inviter, faire des fêtes, faire des activités entre amis. Fait que je crois que c'est ça qui va changer un peu, et je crois aussi que ça va changer l'économie des gens. T'sais, tout le monde se pensait sécure face au travail, face à son argent, mais je crois que les gens vont faire des choix qui sont beaucoup plus sécuritaires au niveau de leurs finances, qui vont peut-être moins s'endetter, qui vont prévoir des fonds de sécurité au cas où. Je crois que, on a toujours eu l'acquis qu'on allait avoir notre emploi, que tout allait bien aller, mais je crois que ça, c'est parti à tout jamais dans la tête de beaucoup de personnes. C'est ce sentiment que tout ira toujours bien, ben non, peut-être pas finalement. Ok, donc toi tu penses que le gros du changement va se faire sur cet aspect social, sécurité, en fait finalement de ce qu'on possède, des possessions, parce que là on parle de finances, il y a de la possession de l'argent, la possession du travail, de la sécurité du travail, le fait de ne pas pouvoir profiter de ses amis, etc. Mais finalement sur sa santé elle-même, sur soi, ça va pas réellement non, parce qu'on l'a pas, les choses. Parce qu'on l'a pas vécu, hein, à moins d'avoir eu le virus soi-même, ben je veux dire, dans la maison, moi, est-ce que je sens que mon état physique est précaire, est en danger? Ben non, je peux manger des gâteaux au chocolat toute la journée, ça change rien. Puis il faut pas oublier une chose, c'est que oui, bon, il y a peut-être une peur pour la santé de dire qu'on a un système immunitaire fort, prêt à combattre tout, mais un système immunitaire fort ne veut pas dire qu'on vient à bout de tout non plus. Je vais faire un exemple qui est totalement horrible, pardonnez-moi, mais imaginez l'époque de la lèpre. Même avec un bon système immunitaire, en prenant ses oméga 3, ses petites vitamines, votre voisin a la lèpre, vous serrez la main, ben vous allez avoir la lèpre et vous allez mourir sûrement. Il ne faut pas penser que le système immunitaire est vainqueur de tout. Puis le coronavirus, oui, c'est un virus, oui, ça affecte le système immunitaire, mais moi, je connais des gens qui sont décédés, des parents d'amis, et il y avait quand même des bons systèmes de santé. Oui, il y a des gens qui sont déjà obèses morbides, qui ont des problèmes de santé, qui sont âgés, puis oui, ils vont mourir plus facilement parce que oui, leur système va pouvoir moins prendre la charge d'effort, mettons, pour compenser. Mais il y a aussi des cas qui sont nommés, que c'est des personnes très jeunes, des personnes en santé qui aussi ont péri du coronavirus. Est-ce qu'il y a un facteur aussi génétique inconnu? Est-ce qu'il y a d'autres facteurs plus importants? On ne sait pas. Puis avouez que même si vous êtes la personne la plus en santé, est-ce que vous sentez sécure d'aller faire la bise à quelqu'un qui a le coronavirus? Je ne penserais pas. Ouais, trouver le bon équilibre. C'est ce qui est le plus difficile. Entre essayer d'être en santé, avoir les meilleures défenses immunitaires et en même temps se sécuriser, en même temps profiter socialement. Comme tu dis, se rassembler, faire des activités. Parce qu'on est déprimé profiter davantage, mais en même temps quand même avoir quelques attentions pour sa santé aussi, parce que on peut profiter faire des activités, mais si c'est pour bouffer des saloperies et rester allongé, c'est pas non plus la solution, quoi. Je sais pas si les gens, vu qu'ils sont en confinement, passent plus de temps à philosopher sur le sens de la vie, comme on dit, la quête du bonheur, c'est notre raison d'être, parce que là, on est enfermé dans des petites boîtes, on a de l'argent qui rentre de subventions d'aide, on est quand même limité sur ce qu'on peut faire. La question, c'est finalement, bon, mais en ce moment, je peux peut-être rien faire, mais le jour que la porte s'ouvre sur ce monde, cette planète, plein de potentiel, de possibilités, il faut se poser la question, mais qu'est-ce que je veux vraiment de ma vie? Tout est devant moi, hein. Je peux aller monter une montagne, je peux aller voir mes parents, je peux voir des amis, faire un petit souper, faire du sport, travailler sur ma santé, planter des tomates. Tout est là, m'instruire, la connaissance, mais la question c'est, qu'est-ce que je veux vraiment faire de ma vie qui est juste pour moi-même et qui va me rendre en paix, en harmonie avec ce que je suis? Parce que chacun a des besoins différents, mais la question c'est, est-ce que je connais vraiment mes besoins? J'espère que c'est une question que les gens ont pris le temps de penser un peu dans tous ces moments de solitude et de confinement.
Bon, en espérant que ceux qui écoutent le podcast, qui n'ont pas encore pris ce temps pour se poser ces questions, le fassent. En tout cas, vont avoir l'occasion de le faire dans les heures, les jours qui suivent. Pour finir, chaque épisode, moi j'ai pour habitude de poser 3 questions à la fin. Première question, je vais essayer de l'adapter un petit peu dans ce cas, ça va être marrant. Quel est le meilleur conseil que tu donnerais à quelqu'un qui aujourd'hui voudrait ouvrir une clinique? Appelez Kinetex. Mais voilà, je m'attendais absolument pas. Non, pour de vrai, honnêtement, partir une clinique, une compagnie, c'est beaucoup de travail. Hein. Faut penser à la structure physique, l'espace, faut des prêts, faut la banque. Puis imaginez que vous avez tout. Vous avez la clinique, elle est parfaite. Vous avez Et merde, ça a coupé. Quelle tristesse. Oui, je suis là, c'est bon. Ouais, ça y est. Tu as dit, ça a coupé à quoi? Ça a coupé au mot parfaite. Parfait, oui, vous avez la clinique parfaite, vous avez tout, hein. Vous avez la structure, vous avez le building. Ben, le problème, c'est que vous n'avez pas encore de thérapeute. Puis dans le monde aujourd'hui, c'est pas facile de trouver des thérapeutes. Les physiothérapeutes gradués sont limités. Même les ostéopathes, souvent, ils aiment travailler de leur domicile, une petite clinique à leur nom, privé. Fait que c'est quand même le plus grand défi, je crois, c'est d'avoir l'équipe thérapeutique pour traiter. Puis après, encore là, trouver un thérapeute, oui, mais trouver un thérapeute qui reflète votre philosophie thérapeutique, quelqu'un que vous allez aimer croiser, vous avez le goût d'y sourire quand vous commencez votre journée. C'est tout un défi. C'est avoir l'harmonie thérapeutique, avoir la pensée thérapeutique qui vous ressemble. C'est des grands défis, gérer la réception. Fait que je crois que gérer l'équipe thérapeutique est un grand défi. Quelqu'un qui veut se lancer, je dirais de s'entourer. S'entourer de thérapeutes, de personnes qui déjà ont confiance, qui se voient travailler, puis de voir s'il y a déjà le plus grand outil, c'est-à-dire le thérapeute. Et c'est marrant parce que j'avais posé la question à un grand directeur et président d'une marque, d'une marque. J'ai jamais les bons termes, d'une institution de clinique au Québec qui est concurrente, que j'avais en contact, et je lui avais demandé aussi quel avait été son plus grand obstacle, et ça avait été de trouver des thérapeutes et de toujours arriver à trouver un équilibre entre, en quelque sorte, la demande et l'offre, qui est suffisamment de thérapeutes pour accueillir les patients, et d'un autre côté, qui est suffisamment de patients pour combler les heures des employés thérapeutes. Mais c'est un très bon point, hein, parce que le problème, c'est que d'un point de vue rentable, tout le monde va dire, oui, engage le plus de thérapeutes possible, tu auras plus de clientèle. Oui, mais si j'engage trop de thérapeutes, pour chaque thérapeute que je rajoute, j'enlève la clientèle à ceux qui sont déjà présents. Donc, engager trop d'ostéopathes, ça nuit à Jérôme, Céline, moi, Tina, une petite équipe d'ostéopathes. En même temps, faut pas que j'en engage trop, parce que je veux pas limiter votre clientèle. Puis je limite votre clientèle, pour vous, c'est moins rentable de venir à la clinique. C'est un déplacement qui est moins justifiable aussi. Donc, il faut comme trouver le petit pont entre les deux pour satisfaire tout le monde. Donc, c'est tout un défi. Deuxième petite question, est-ce que toi, tu as eu un modèle ou un mentor? Non. Je dirais que non. Je suis une personne plutôt autodidacte dans la vie. J'ai toujours aimé apprendre par moi-même, peu importe ce que c'est. Donc, je peux pas dire que je me suis basé ou fié sur quelqu'un dans ma vie tant que ça. Parfait, ça me va aussi. Je vais passer à la troisième question. Est-ce qu'il y a eu un livre qui t'a marqué et que tu aimerais recommander aujourd'hui? C'est une excellente question. Je te prends un petit peu au dépourvu. Ça peut être... c'est pas nécessairement un livre qui va traiter de clinique, qui va traiter de thérapie. Ça peut être quelque chose que tu as lu dans ton enfance qui t'a marqué. J'ai une très bonne mémoire, vous allez, visuelle, tactile, mais ma mémoire des noms et des titres est totalement pourrie. Je dois avouer que, je vais être honnête avec tout le monde, avant d'apprendre le nom de Jérôme et m'en rappeler, ça l'a pris au moins peut-être 1 ou 2 mois. Je suis tellement pourri pour me rappeler même le nom de mes clients. Je les croise, je me rappelle de leur pathologie, de leurs problèmes, de leur vie, de ce qu'ils font comme travail, de leurs conjoints. Tout ce qu'ils m'ont dit, je me rappelle, mais je me rappelle jamais les noms. Les mots, j'ai beaucoup de difficulté à m'en rappeler. Mon cerveau n'enregistre jamais.
J'essaie de me rappeler le titre du livre que j'ai en tête, puis j'arrive même pas à m'en rappeler. Ok, est-ce que tu te souviens un petit peu de quoi ça parlait? Ouais, mon Dieu. Mais c'est un livre philosophique. C'était quoi? J'aimerais ça me rappeler le nom. Ou peut-être je l'enverrai par après si je le recherche. Ok, au pire, ouais, c'est pas grave, hein, te prends pas la tête, ouais, tu me l'enverras si tu le retrouves. Ok, c'était très intéressant. Est-ce que, on va peut-être donner les coordonnées. Si les gens ils veulent prendre rendez-vous avec toi ou alors qu'ils veulent passer à la clinique Inatex, alors en fonction de quand en fonction de quand, quelle sera la situation au moment où l'épisode sortira, on va dire que ce sera le moment où tout sera redevenu comme avant, entre guillemets, les cliniques seront ouvertes, tous les services seront proposés. Où c'est qu'ils peuvent te retrouver? Bon, ben, s'ils veulent appeler, ils peuvent appeler au 514-272-0101. C'est le numéro de la clinique de Kinatex Jarry. C'est sûr qu'en ce moment, par rapport chez Osteopathe, donc dans cette crise actuelle, je ne prends pas de patients. Peut-être dans une semaine, peut-être dans 2 semaines, comme Jérôme, on va suivre ce qui se passe. Puis sinon, j'ai aussi un site internet qui est www.yanpaquette.com. Vous avez finalement toute la possibilité de prendre des rendez-vous directement en ligne, que ce soit à Montréal à la clinique ou dans l'Ouest, à l'île Perrot, qui est en banlieue de Montréal. Est-ce que tu as un compte Instagram, un compte LinkedIn peut-être, où les gens peuvent te suivre Je n'ai pas d'Instagram. J'en ai un pour la compagnie, c'est tout, pour la clinique, mais j'en ai pas de personnel. Ok. Ça me ferait une tâche de plus à gérer dans mon univers de tâches. Ultra organisé. Enfin, non, pas organisé justement, mais ultra complet, quoi. Complet. Ok. Parfait. Je laisserai le lien de ton site web et le numéro et peut-être aussi le lien du site web de la clinique directement dans les notes de l'épisode. Si les gens ont des questions, ils trouveront un moyen de te contacter. À la limite, qu'ils te soutiennent dans cette épreuve, ça serait pas de trop. S'ils ont des petites questions, à la limite, qui passent par moi plutôt. Toi, t'es occupé tout le temps. Et sinon, les gens, s'ils sont déterminés à te contacter, ils y arriveront de toute façon. Je te remercie d'être passé sur le podcast. J'espère qu'on va très vite se recroiser. Pour le coup, on est dans l'incapacité de le dire actuellement. Quelle date précise on pourra se voir, mais ça va arriver. Ça va arriver très vite. Voilà. Bon, ça a encore coupé malheureusement. Putain, c'est fou quoi. Je suis de retour. Ça y est, il est de retour. Non, mais voilà, c'est tout. Hein. Est-ce que tu aurais une dernière chose à ajouter ou un message que tu aimerais faire passer aux auditeurs avant de conclure? Ouais, j'aimerais ça te remercier toi de l'invitation. C'est bien gentil de m'avoir donné la chance de parler avec toi et de partager cette belle heure et demie d'échange. Ouais, je vous rappelle que Jérôme est un superbe ostéopathe que vous avez trouvé sur le même lien de ma clinique. Donc, si vous voulez prendre un petit traitement avec lui, je vous conseille fortement. Je ne l'ai pas choisi pour rien. Et, je me souviens. Pour l'anecdote, d'ailleurs, quand on s'était vu la première fois, je t'avais directement fait une petite, pas une petite consultation, mais un petit bilan, une petite évaluation, et puis on avait accroché sur 2-3 sujets, sur le sport, sur le tennis aussi, puisque on n'a pas eu l'occasion de discuter de ta pratique de tennis ou même du fait que la clinique ait un partenariat avec la Coupe Rogers, qui est extrêmement reconnu ici à Montréal, et que moi aussi j'ai pratiqué le tennis pendant longtemps. Mais pour l'anecdote, c'est ce qui fait que ça avait peut-être accroché cette première fois. Oui. Ah non, puis sinon, j'aurais quelque chose à dire, c'est aux gens d'être prudents. Je sais que le gouvernement nous guide, comme là on a la réouverture des écoles de certains systèmes, mais faut pas oublier que le coronavirus, c'est un nouveau virus qu'on connaît pas très bien, que même à l'heure actuelle, les scientifiques ne s'entendent pas sur des consensus de contamination claire, de protection, de tout. Donc, je crois que vaut toujours mieux jouer de trop de prudence que pas assez. Excellent. Je te remercie et je te dis peut-être à très bientôt. Mais je l'espère. Merci. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si ce genre d'épisode un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire vous plaît, vous pouvez me le faire savoir en laissant un commentaire, un avis sur iTunes, sur l'application Apple Podcast, via l'iPhone. Si vous n'avez pas d'iPhone, vous pouvez essayer de voir autour de vous si quelqu'un en a un, lui emprunter et laisser un avis sur cette application.
et également me laisser un avis de 5 étoiles, comme ça permet de monter dans les classements et de m'encourager à continuer les épisodes du podcast Biomécanique. Et aussi, si vous pensez que quelqu'un autour de vous pourrait trouver intéressant la discussion d'aujourd'hui avec Yann, vous pouvez directement lui envoyer l'épisode. Je vous rappelle aussi que vous pouvez vous inscrire gratuitement à la lettre biomécanique. Vous avez le premier lien en description dans les notes de l'épisode, biomécaniquepodcast.com/lettre. Si vous vous inscrivez, vous recevrez mes emails privés. Une fois par mois, j'envoie donc la lettre biomécanique qui consiste à vous donner mes découvertes du moment, que ce soit en lien avec vos entraînements, avec l'amélioration de votre santé, de votre mode de vie. Vous découvrez aussi un petit peu d'actualité sur la santé, tout ça pour que vous soyez au top de votre forme. Et puis aussi, vous recevrez directement les épisodes du podcast dans votre boîte mail, comme ça, vous ne louperez plus jamais aucun épisode. Merci à tous, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode du podcast Biomécanique. Bye.